Bonsoir et bienvenue dans Underscore. Bonjour. Bonjour. Vas-y au chat qui dit bonsoir pour nous troller. Effectivement, c'est un Underscore matinal comme vous le savez aujourd'hui. On fait des Underscore à des heures qui nous plaisent, tout simplement. C'est ça la nouvelle règle. Et on espère que vous allez très bien et que vous avez non pas des pretzels mais des croissants, j'imagine. Pourquoi en vrai du coup ça n'a plus de sens quoi. Mais en plus, je pense qu'on les voit même pas à la caméra, donc ça n'a vraiment aucun sens quoi. C'est plus l'heure des pretzels du tout. Ouais. Bref. Comment ça va Jean-Louis ? Ça va et vous ? On est très content de t'avoir à nouveau. Ça fait, on t'a une fois par an j'ai l'impression. Ouais. Alors que chez nos chers amis de chez Silicon Carnet, je commence tout de suite à dire les termes. Ils nous l'ont piqué clairement. On s'est fait, Ils nous l'ont piqué. Jean-Louis quoi. Ah, ça c'est une dinguerie ça. Non, j'ai beaucoup de plaisir à t'écouter là-bas, donc c'est vraiment trop bien. Il y a une compétition entre ces Non, moi j'adore. Au contraire, moi je suis vraiment. Enfin, j'ai découvert il y a pas si longtemps honnêtement. Ouais. Et c'est vraiment trop cool. Ouais, c'est sympa. je suis très c'est un bon groupe. Ça partage pas mal de news. C'est assez sympa. Ouais. Et puis en fait, on est sur des mondes complètement différents, donc c'est trop intéressant. C'est très Ouais, c'est assez complémentaire avec ce que vous faites. Ça va un petit peu moins deep, mais c'est plus dans les news du moment, quoi. C'est ça. Et c'est assez américano-centré. Ouais, on essaie de regarder un peu les différences de culture et une lecture un peu différente du business. Et on va le faire aujourd'hui un peu aussi. Exact, ouais, carrément. Mais justement, dans le bon sens du terme. Enfin, c'est-à-dire que c'est un peu notre sonde francophone là-bas. Exactement, ouais. Pour ceux qui n'écoutent pas des podcasts US et tout, mais enfin, ouais, c'est vraiment très. En fait, ça te permet d'avoir un petit peu une petite pique de la culture US et de la tech US, tout en parlant français, avec cette espèce de double lecture. Carrément. C'est assez chouette. Mais bon, faut être quand même assez présent aux États-Unis pour pouvoir avoir ces grilles de lecture, on va dire. Et depuis la dernière fois, il y a des choses qui ont changé. Toi, tu as déménagé. J'ai déménagé, j'habite à New York Tu as maintenant. quitté notre vieille France pour t'installer à New York pour Gladia, du coup. Ouais, pour Gladia, ouais. Je suis très curieux de voir comment tu as décidé. Tu avais déjà une équipe là-bas ? Non, j'avais pas d'équipe là-bas. En fait, on avait pas mal de traction aux États-Unis. On avait à peu près 50% du revenu qui était aux États-Unis. Mais la manière de fonctionner du business, elle est quand même assez différente. Les temps de cycle de vente sont à peu près 50% du temps qu'on a en France. Donc, c'est-à-dire que tu closes... Tu closes en 2 fois moins de temps et tu closes des contrats qui sont 2 fois plus élevés. Ok. Donc, du coup, tu te rends compte que bon, tu as la moitié de ton revenu est là-bas. Ta croissance, elle va aller plus vite là-bas. Tu as beaucoup de choses avec le décalage horaire. Donc, pour les gens qui n'ont pas l'habitude des décalages horaires, c'est 6 heures avec le côte Est, mais c'est surtout 9 heures avec la côte Ouest. Donc, en gros, quand tu te couches, il se lève, et quand tu te lèves, il se couche. Donc, tu as 2 heures le matin ou non, le soir. Ouais, et encore. Ouais. Et il y a des deals, tu vois, il y a un deal qu'on faisait, je dirais pas à quelle boîte, mais on est en train de faire un énorme deal. Voilà. Si tu n'avais pas été là-bas, ça aurait été quoi ? C'est impossible. Le mec, 24 heures avant, ils nous disent OK, on se voit du coup Silicon Valley, donc à San Francisco, nos bureaux, mardi à 14h. Je fais OK, et lundi 8h. Même là, New York, il faut que tu dises je prends l'avion. C'est quand même 5h30 d'avion, on s'en rend pas compte. Ouais. T'as 5h30 d'avion ? Ouais, ça paraît. Ah ouais. Si tu fais France-New York, t'es quasiment à je sais plus, 12h, 9 ou 12h, un truc comme France SF, tu dis ? France SF, ouais. Donc c'était nécessaire qu'on y aille. C'était nécessaire qu'on y aille. Mais maintenant, on est 6 là-bas et on est 40 en France. Okay. Et peut-être rappeler juste ce que fait Gladia. Gladia, on fait de la reconnaissance vocale. On est spécialisé en reconnaissance vocale. On est surtout sur la partie multilingue. Et on en avait parlé dans cette émission. Mais une des spécificités qu'on a, nous, c'est qu'on a démarré en Europe. Et du coup, on n'a pas eu le choix que d'être multilingue parce que le marché français, il est tout petit. Et tout de suite, tu vois les Allemands, les Italiens, les Espagnols, le Portugais, etc. Toutes ces langues qui prennent. Et donc, du coup, on a fait cette techno-là. Et les Américains sont friands ça. Ah oui, ça prend quand même aux US. Bah ouais. Pour leur permettre à eux d'aller toucher un marché européen. Ouais, carrément. Parce qu'en fait, je te dis, je fais un software. Donc, toi, t'es bien placé avec ta boîte. Tu as un coût d'origine, enfin de base de ton software qui va être de X, on va dire. Mm-hmm. Tu as un marché qui est les États-Unis, c'est 300 millions de personnes. Ton software, tu l'as développé une fois. Tu aimerais bien le déployer partout. Si tu es monolingue, ton marché, c'est 300 millions de personnes. C'est dommage, juste parce que tu as le système de reconnaissance vocale qui est monolingue, de te dire qu'en fait, il y a des concurrents qui vont regarder et qui vont dire « Hey, ils font de l'argent, eux. On va faire la même chose en France, en Italie, machin. » Du coup, ils copient ton soft, donc ils copient ta propriété intellectuelle, ils le font plus vite. Parce que tu n'as pas tout le product management, les features qui marchent pas, etc. Donc en fait, tu te retrouves avec des copies multilocales partout. Donc toi, tu te dis, en fait, non, mon software, j'ai investi une fois, je change le moteur de reconnaissance vocale et je le déploie partout dans le monde.
Et en fait, tu vois que au début, ils s'en foutaient un peu du multilingue. Et là, c'est en train d'exploser parce qu'ils cherchent tous à déployer Plus large. plus large parce que en fait, tu fais une levée de fonds. Une levée de fonds, c'est à peu près 18 mois. Donc, tu fais une levée de fonds pour faire le produit minimum viable. Quand tu as vu que ça marchait, le job en tant que CEO, c'est d'augmenter ton total addressable market, donc le marché adressable. Et donc, chaque année, il faut que tu augmentes les parts de marché que tu vas aller chercher, quoi. Enfin, le marché que tu vas chercher. Donc, c'est simple quand tu fais un software qui est basé sur la voix. Comment tu augmentes le marché en cherchant de nouvelles géographies, en augmentant ta couverture de langue. Et donc, on devient le choix naturel. Okay. Donc, en fait, c'est pas mal en train d'exploser en ce moment. Trop bien. On avait misé là-dessus, on s'est pas trop trompé, donc c'est cool. Trop cool. Et justement, ça nous fait une bonne transition puisque on connaît pas 1000 gens qui sont aussi proches de cet écosystème de gens à la fois qui conçoivent les modèles fondationnels, qui sont un tout petit groupe. Après, quand ils pensent, c'est quand même marrant que un truc qui fait autant de bruit soit géré dans les mains de très peu de personnes, en fait. Et qui ait une compréhension et une connaissance de ce milieu-là et de ce qui s'y passe. Et du coup, on est trop content de t'avoir aujourd'hui. Parce qu'il y a un sujet dont on voulait parler depuis longtemps, c'est ce qu'on appelle globalement la guerre de la donnée. Alors, pour présenter la question aux gens, on en a déjà parlé en fait à plein de reprises. C'est-à-dire qu'on en avait parlé un peu avec Lubna de Hugging Face quand on avait parlé de comment on entraîne des grands modèles de langue. C'est quoi le processus itératif pour prendre la donnée, la filtrer pour qu'elle soit la plus quali possible, peut-être la synthétiser pour en avoir plus. Et donc on avait déjà un peu parlé de ça. Mais globalement, il y a trop de trucs à dire sur une guerre que les gens connaissent absolument pas, ou alors dont ils ont vite fait entendu parler. Mais je pense qu'ils soupçonnent pas le côté complètement Far West de ce qui se passe sur la donnée, quoi. Et moi, ce que je trouve hyper marrant, c'est le décalage entre les produits finis que nous on voit. Donc tu vois, ChatGPT, les trucs anthropiques ou Gemini. Tu vois, donc les trucs tout clean, ou la com, tu sais, tu regardes la com d'OpenAI, c'est le truc nickel, machin, entreprise très sérieuse. Et les fonds, et ce sur quoi tout ça est fondé, quoi. Tu sais, il y a une sorte de décalage hilarant, je trouve, entre le côté hyper clean et propre, et en fait, derrière, il y a des putains de corsaires qui sont là à aller chercher de la donnée de manière parfois ultra bizarre, quoi. Ou border, ou... Ouais, mais c'est pareil partout, c'est pareil dans toutes les industries. Et en tout cas, on va en parler, mais c'est pas un truc qui est si... que les gens réalisent, et qui est effectivement sûrement le cas à d'autres endroits, mais très prégnant quand même dans le monde des... Ouais, tu dis ça, mais je pense que t'as pas envie de regarder le code qui s'occupe des virements de ta banque. Les trucs ont été écrits en COBOL et tu te dis, mes virements bancaires passent là-dessus. Je pense que tu vas un peu être pareil. C'est sur le critère de à quel point le truc est robuste. Mais après, il y a l'autre prisme, à quel point c'est légal. Ça, on va en parler. C'est peut-être ça qui est un peu différent. On va en parler. C'est ça qui est le plus intéressant, je trouve. Et pour prendre un exemple, j'aimerais commencer avec un exemple hyper parlant. C'est que tout le monde a déjà forcément, dans des sous-titres qui sont vus de films, ou des sous-titres autogénérés, ou des trucs comme ça, eu l'expérience de voir un moment des hallucinations, ou des abonne-toi, ou des sous-titres made by machin. Tous ceux qui ont déjà utilisé de la transcription vocale, et tu en sais quelque chose, ont déjà vu ces hallucinations-là. Et en fait, ce que tu nous expliquais, c'est que on sait quasiment à 100% que c'est parce que OpenAI, au moment où ils ont créé leur modèle fondationnel de Whisper de transcription, ont pillé des données bien connues, à savoir nos propres vidéos, par exemple. C'est vrai, nous aussi, on fait partie de ce genre de dataset. Ont plus ou moins pillé YouTube, en gros, c'est ça. Ils ont pillé YouTube, mais pas que ça. Hein. Ils ont scanné tout Internet. Donc, tu as des datasets qui sont assez communs, qui s'appellent Common Crawl, qui sont les snapshots d'Internet. Tu dis, en fait, en gros, il faut que tu dises la data low. En gros, plus j'ai de données, plus mon algo va être smart, on va dire. Si tu prends Common Crawl, qui est un snapshot d'Internet, t'as pas trop de différenciateurs. Tu vois, ton modèle, on sait tous c'est du transformer, tout le monde va se ressembler. Il faut que tu ailles chercher plus. Donc tu dis, bon, est-ce qu'il y a beaucoup de données? Bon, une fois que tu as fait le tour d'Internet écrit, Wikipédia, machin, bon, ça va 2 minutes. Qu'est-ce que je peux faire? Les social media. Donc là, tu commences à scanner Twitter. C'est pour ça que Elon Musk, il s'énerve. Il dit, OpenAI, ils sont en train de tout nous payer. Nous aussi on va piller OpenAI, et donc ils ont pillé ChatGPT, tu vois, c'est assez marrant. Ils ont pris les prompts et les sorties de prompts de ChatGPT, puis ils ont entraîné Grok avec.
Donc tu peux piller les social media écrits. Après tu peux piller YouTube, puis tu peux piller aussi tous les sous-titres, les vidéos, puisque tu as des heures et des heures de vidéos qu'ont le sous-titre dans toutes les langues. Mais donc en fait, tu as plusieurs problèmes qui se posent. C'est la profondeur de ta donnée. Ça, c'est le premier. Le deuxième qui va se poser comme question, c'est la profondeur des langues. Et le troisième, c'est la qualité. Et globalement, tu as ces trois facteurs-là. Donc au début, tu essaies de ramasser un peu partout. Ça te donne un GPT 3.3, 3.5 qui est quand même hallucinant à l'époque. Hein. On avait tous eu un choc. Mais après, tu dis, il y a des alus, ça déconne un peu, machin. Et là, en fait, ton problème devient des problèmes un peu plus profonds, de qualité, de choses comme ça. Et là, il va falloir que tu te recentres un peu et que tu sois un peu plus sélectif et que tu travailles un peu plus ta donnée. Et on sait que dès GPT-3, 3.5, ils avaient YouTube, par exemple. C'était déjà... Oui. Ah bah oui, parce que... Comment on sait ça? Tu sais, il y a un côté, comment on rétro... Mon jeu, c'est ça. Comment tu sais ça? Je connais des gens chez Google qui voyaient le trafic qui sortait de chez YouTube. Oui, donc c'était facile à deviner, en fait. Ils voyaient des proxys qui étaient en train de tout pomper. Ah oui. Donc, ah ouais, dingue. Ouais. Donc juste sur la courbe, ils ont vu... Ouais. Ah, c'est marrant. Ils voyaient des proxys qui étaient en train de se faire pomper. Sur la courbe de trafic, c'est-à-dire qu'il y a eu un pic de... En gros, il y a eu un pic de trafic. Ils disent, mais il y a des trucs qui scannent en ce moment. Donc, ils ont vu des scans passer. Ils se sont posé la question en interne en disant attends, on est en train de se faire siphonner, est-ce que nous on pourrait pas utiliser pour nos algos? Et après tu as eu tout un sujet de politique parce que à l'époque Google était quand même assez politique en interne, il y avait beaucoup de garde-réels partout, des garde-réels humains, je parle, avec des commissions, des choses comme ça, qu'on dit non, on touche pas à cette donnée, c'est segmenté, c'est YouTube, c'est pas les algos, il n'y a pas d'entraînement de BART, de ces modèles de langue à l'époque, et donc il y avait quand même des barrières. C'était une culture qui était pas, qui était, on va dire, assez respectueuse des données. Google a toujours été très respectueux des données. On peut aimer ou pas aimer, on dit ce qu'on veut. On a fait notre émission, là, on parlait justement des virus avec la pub et tout ça. À re-regarder, underscore avec Place, on parlait des virus et tout. Moi, j'ai bossé dans ce domaine-là. Quand je vois toute la donnée que Google a sur nous, et moi, à l'époque, je bossais là-dedans et je voyais toute la donnée qu'on avait, on était des nains. Je me dis, Google est extrêmement respectueux de la vie privée des gens. Sincèrement, ils sont super clean là-dessus. Mais du coup, ils ont mis beaucoup d'instances là-dessus, je pense, au fil des années pour regarder cette don't be evil mindset. Pardon, alors j'habite aux États-Unis, mais je vais dire parfois des mots anglais, je suis désolé. Donc don't be evil, ne sois pas le diable. La culture de ne sois pas le diable. Ne fais pas n'importe quoi, en gros, pour faire simple. Et du coup, ils ont mis des garde-rails, des garde-fous. Des garde-fous. Avec des institutions internes, mais à un moment donné, ces garde-fous étaient trop gros pour innover et ont bloqué. Donc eux, ils se voyaient siphonner de l'extérieur, mais ils ont dit, mais nous, en interne, on reste propre. Et je pense que ça a pas mal pénalisé sur leurs avancements, mais qui peut-être ont été une bonne chose, parce que comme ils se sont fait défoncer, qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'avaient plus de position dominante sur le marché, et quand ils ont été prêts de se faire démanteler par l'administration Trump et son Biden avec Chrome, ils ont pu se défendre. Et là, on voit. Ça les a peut-être sauvés là-dessus. Tu vois, finalement, peut-être qu'ils ont été un mal pour un bien. C'est un prisme, effectivement, improbable, mais en fait, probablement réel, quoi. Et sur cette histoire de pillage, justement, c'est ça, donc, qui explique qu'on voit des abonne-toi dans nos sous-titres? Ouais, complètement, parce qu'en fait... Pour revenir sur la transcription très rapidement, si tu te mets à entraîner un modèle de transcription là-dessus, tu vas aller chercher, sur le cas de la transcription qui est bien spécifique, tu vas aller chercher donc de l'audio. Idéalement, tu veux de l'audio de bonne qualité. C'est ce que tu cherches à avoir le plus possible. Il n'y a rien de mieux qu'un super studio one click ou ici avec une bonne qualité audio. En gros, regorge de contenu avec du bon audio. Avec du bon audio, avec du contenu technique aussi. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est très difficile d'avoir du contenu technique. Donc tu vas avoir des mots, je sais pas, on va parler de Kubernetes, de cloud, on va parler de tous ces technos-là. C'est très dur de trouver du contenu où les gens disent le mot de 50 manières différentes, alors qu'en fait, YouTube regorge de tutoriels, right? Pardon, oui. Je vais me faire déglinguer. Soyez indulgents. On fait de la découpe. Soyez indulgents. On sera masqué. Mais tu regorges de contenu. Donc ça, c'est top. Tu as 1000 intervenants différents qui vont dire de 1000 manières différentes Kubernetes et tout. Ça va être super chouette. Mais qu'est-ce que font tous les YouTubeurs? Ils vont générer de l'engagement et donc ils vont dire abonne-toi, etc. Quand est-ce que tu dis abonne-toi?
À la fin de la vidéo. À la fin de la vidéo. Qu'est-ce que tu mets à la fin de la vidéo? Un générique. Ouais. Ah oui, oui. Donc, tu as une petite musique. Ouais. Vrai. Et quand tu dis abonne-toi et que tu as le générique, combien de temps est affiché le sous-titre? Pendant longtemps. Pendant longtemps, puisqu'il n'y a rien qui vient derrière. Ouais. Donc, l'expiration du sous-titre, il n'est pas expiré par un autre mot qui est prononcé. Vrai. Ouais. Donc, il a tendance à déborder dans l'horodatage. T'as vu, je fais attention, je n'ai pas dit time step. Donc, dans l'horodatage, il va déborder un peu. Et donc, en fait, les algos, c'est comme ça qu'on sait qu'ils ont scrappé. Les algos, quand tu vas leur faire apprendre l'horodatage et tu vas leur faire apprendre la correspondance du son. Du coup, oui, tu vas prononcer abonnez-vous, mais en même temps, tu vas avoir tout le générique. Et donc, du coup, le spectre audio qu'il va voir dans l'horodatage, il va aussi voir tout ce qui va être son. C'est pour ça. Sur le même horodatage. Donc, dès que tu vas avoir des bruits de fond, dès que tu vas avoir des choses qui sont un petit peu différentes de la voix, il va avoir des spectres. Il va partir en cacahuète et il va dire quel est le truc qui ressemble le plus, ce vecteur-là. Et ce vecteur-là, c'est quoi? C'est le truc que j'ai vu systématiquement à la fin des vidéos. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche, partagez. Et donc c'est ça, une hallucination. Ça, c'est une hallucination. Il voit du silence ou un bruit de fond. Un bruit de fond et il se dit c'est quoi la chose qui ressemble plus à ça? C'est abonne-toi. Bah, c'est la chose en fait où il n'y avait rien qui parlait et des petits bruits derrière et ça c'était abonne-toi. Donc on sait qu'ils ont scrappé YouTube. Et pourquoi ils ont fait Whisper? Parce qu'ils avaient besoin de beaucoup de données. Ils avaient siphonné tout le web. Et l'endroit où tu génères de la donnée tous les jours, c'est User-Generated Content. Donc, c'est le contenu généré par les utilisateurs et les réseaux sociaux et choses comme ça. Et donc, on sait qu'ils ont scrappé YouTube pour avoir plus de données pour entraîner les 3.5, les 4 et compagnie. Et c'est vrai que ça, c'est un truc qui est peu connu, c'est l'importance des modèles de transcription. On peut se dire que voilà, c'est pour faire du call center, globalement, pour traduire des appels. Mais pas du tout, en fait. C'est une des briques qui ont permis l'avènement des grands modèles de langue tels qu'on les connaît aujourd'hui. Parce que tu as besoin de tokens. Et ça te donnait accès à des modalités nouvelles et donc des heures et des heures et des heures de contenu. En fait. Des heures de contenu. Tu fais à peu près en 5 heures d'audio, tu fais à peu près, t'écris Bilbo le Hobbit. Je suis un geek, j'assume. J'adore Tolkien, mais t'écris Bilbo le Hobbit en 5 heures. Donc en fait, toute la journée, t'écris 2 Bilbo le Hobbit. Et il y a genre 1000 heures de YouTube uploadées. Je sais pas combien d'heures de YouTube sont uploadées chaque jour, mais c'est monstrueux. Et en plus, c'est des contenus spécialisés. Tu vas avoir des gens qui vont raconter leur vie en tant que masseur qui est physio, il y en a d'autres qui vont raconter leur vie en tant que développeur, d'autres qui vont en tant que médecin. Donc en fait, tout le monde raconte sa vie avec des niveaux de spécialité et des anecdotes qui sont hyper spécifiques. Il y a parmi les exemples de pris en flag, de modèles d'entraînement pris sur le fait, par le grand public, parce que j'imagine qu'en coulisses, il y a encore un autre niveau d'information, mais c'est surtout les modèles d'images ou de vidéos. Où j'ai trouvé ça hyper marrant. Il y a des gens qui sont amusés à essayer de reproduire avec, par exemple, Midjourney. Ils ont essayé de reproduire ils ont fait pause dans un film genre Avengers, par exemple. Ils ont essayé de reproduire l'image en décrivant avec le meilleur prompt possible, tu vois, pour essayer de reproduire exactement une scène du film Avengers. Et en fait, le résultat auquel ils arrivent est complètement absurde. C'est-à-dire que la frame est quasiment identique. C'est impossible que le modèle, globalement, ne l'ait pas déjà vu. Et que, en fait, ça tend à fortement, c'est pas une certitude, mais c'est un gros élément qui indiquerait que Midjourney s'est train sur tout Hollywood, quoi, globalement. Mais tout le monde a fait ça. Je veux dire, on va pas se mentir. On peut parler aussi d'Anthropic, qui se fait gauler à entraîner sur 1 demi-million de livres, etc. Ton point, il est tout à fait valide, qui amène la question du syndrome du prisonnier, qui est de dire, avec les éditeurs, que ce soit pour les journaux, tu vois, Le Monde a fait un accord avec OpenAI, etc. Là, tu vas avoir Warner Bros. Et compagnie qui vont faire des deals avec Midjourney, avec Nano Banana, etc. Tous ces modèles d'images. En fait, t'as un peu genre... On protège notre propriété intellectuelle. Non, on leur donnera jamais. Ils vont tuer notre business en devenant des éditeurs vidéo, en devenant des éditeurs de presse, etc. Et puis au bout d'un moment, tout le monde se regarde, mais on se fait défoncer quand même. J'ai fait attention parce qu'on en a parlé en off et mon analogie était pas très bonne. J'ai fait attention. J'ai dit, quitte à se faire avoir, autant prendre un petit billet pour la passe. J'ai dit. Et donc du coup, le premier, je l'ai dit quand même, mais j'ai pas été cru. Mais le premier. Comme dans le syndrome du prisonnier, on se met tous d'accord qu'on fera pas de deal avec, mais le premier à parler est celui qui va récupérer le billet. Ce que tu dis, c'est que par défaut, ce qu'on constate, c'est que
ils n'ont pas attendu d'avoir des deals Non. comme il faut dans les règles de l'art pour piller massivement. Ouais. Et là, moi, l'exemple dont je parle, c'est des Midjourney 5, bien avant qu'il y ait eu des deals réels, officiels. Ouais. Donc on sait globalement qu'ils ont entraîné. Et c'est pareil, les Even Labs et compagnie, c'est la même chose sur les voix. Sauf qu'au bout d'un moment, quand tu mets la pression à l'éditeur en disant « faites quoi que tu fasses, j'avance » et je suis en discussion avec lui, que ce soit vrai ou pas, de toute façon, tout le monde a des discussions parce que tout le monde va venir se plaindre et dire « moi, je vais te faire un procès », le mec, il dit « de toute façon, tout le monde veut me faire un procès, on pourrait faire un accord, le premier à faire l'accord, c'est celui qui gagne. » Ok, parce que ça, c'est hyper intéressant. Là, je pense que ceux qui ont vu passer ces histoires, les grands modèles, en gros, globalement, pillent de la propriété intellectuelle pour s'entraîner. C'est le cœur de la question. Donc, dedans, il y a de la donnée d'image, il y a de la donnée de texte. Donc, c'est en gros c'est toute la propriété intellectuelle qui appartient à plein de gens. La réaction première, c'est de se dire ok, mais pourquoi il n'y a pas des procès pourquoi il n'y a pas des. C'est pas arrêté par quelqu'un. Pourquoi il. Comment ça se fait que ça se passe dans le plus grand des calmes, en mode c'est le Far West et il n'y a pas de règles, tu vois. T'as deux trucs que tu peux le lire de deux manières. T'as une manière, on va dire, je vais pas dire micro, mais moyen level, moyen niveau, pardon, et grand niveau. Au moyen niveau, c'est que les procès mettent du temps, mettent plus de temps que le marché ne met de temps à avancer. D'accord ? Si t'attends les réglementations, si tu attends à l'européenne, hein, désolé, mais tu vois, par exemple, en reconnaissance vocale, on ne sait pas dans les call centers, dans les centres d'appel, je corrige, dans les centres d'appel, on ne sait pas combien on a le droit de traiter d'heures d'appel légalement. Parce que la réglementation de protection des données te dit il faut que tu aies un usage modéré, limité pour... Ok, je comprends, mais en fait, où est-ce qu'on s'arrête ? C'est 1%, 5% des appels, 20%, 99%, parce que de toute façon, je l'utilise systématiquement pour faire les résumés d'appels pour la qualité client. Il n'y a aucune directive qui a été donnée. Enfin, il y a des directives qui ont été données, mais on n'a aucun chiffre. Donc tout le monde se regarde et attend, parce qu'ils ont peur de prendre la pénalité. Aux US, ils fonctionnent différemment. Ils disent le marché, il est énorme, je fonce. Ils mettent tellement de temps à réagir, de toute façon, ils me mettront une pénalité, mais ma valeur aura tellement explosé que ce sera ridicule. Et donc, en gros, c'est mieux vaut dire pardon que s'il vous plaît, c'est un peu ça. Et c'est exactement, mais c'est la mentalité américaine. Better apologize than ask for permission. C'est ce qu'ils disent systématiquement. Et tu dis qu'il n'y en a pas à faire, il y en a en fait. Tu regardes Anthropic, ils viennent de se prendre une cartouche à 1,5 milliard de dollars. Tu te dis, waouh, 1,5 milliard de dollars, c'est monstrueux. Ouais, alors quand ils ont siphonné, leur valo, je ne vais pas dire de bêtises, mais peut-être autour de 10, 12, 20 milliards. Leur value, c'est 480 milliards. Donc, le temps qu'ils entraînent leur modèle, qui était extraordinaire, je veux dire, leur modèle Claude, il est génial. Je sais que dans les commentaires, j'avais vu des gens qui disaient « Oui, Claude est machin, etc. » Non, il est extraordinaire, Claude. Extraordinaire. Et ils ont compris, c'est les anciens d'OpenAI qui ont monté Anthropic, ils ont compris que le sujet, c'était la qualité de la donnée. C'était pas que la profondeur, c'était beaucoup la qualité. Donc, ils ont pris ce qu'on appelle des textbooks en anglais, donc des manuels, en français, ce serait le nom, et ils ont siphonné un demi-million de manuels. Demi-milliard. 500 000. 500 000, pardon. C'est la pénalité. Oui, 500 000 pardon. Et 500 000 manuels qu'ils ont siphonnés et qu'ils ont utilisés de gens qui ont siphonné, de Sean sur Twitter qui s'est occupé de ça, que je connais très bien, et ils ont utilisé ça. Entre-temps, ils ont gagné des parts de marché, leur revenu a explosé, leur valorisation a explosé. Oui, la donc pénalité la maintenant, pénalité, ils s'en foutent, quoi. c'est 0,8% de leur valorisation. En fait, 0,8. S'ils avaient attendu, ok, ils n'auraient pas eu de pénalité d'1 milliard. Mais est-ce qu'ils vaudraient 480 milliards ? Jamais de la vie. Donc, en fait, c'est un choix stratégique, c'est une taxe. C'est une taxe sur le succès, si tu veux. Donc, c'est des choix qu'ils font en disant que la réglementation ne va pas aussi vite. Donc ça, c'est le niveau micro en lecture. Maintenant, tu as le niveau macro. Est-ce que le gouvernement américain ou la société américaine, vu les compétitivités avec la Chine, vu que l'économie majoritairement aux États-Unis tient sur, on va dire, le marché de l'IA aujourd'hui qui augmente, est-ce que tu as intérêt à mettre des garde-fous en amont de cette croissance économique qui globalement tient essentiellement via la promesse de l'IA ? La réponse, elle est non. Donc maintenant, est-ce que les juges, etc., ça dépend de quel bord sont les juges, donc tu as beaucoup de sujets politiques aux États-Unis. Est-ce qu'ils ont intérêt à brider l'IA, qui est le facteur de croissance économique qui fait qu'en gros,
on va dire, il n'y a pas de révolution aux États-Unis derrière Trump parce que ça tient encore à ça. Donc, tu vois, tu as un enjeu un petit peu plus macro aussi sur le sujet. Et on va tolérer de ces boîtes-là cette piraterie. Aussi parce qu'on soupçonne, de leur point de vue, j'imagine que les Chinois se posent pas ce genre de questions. Non. Et de fait, tu regardes dans les DeepSeek et autres K2 et compagnie, qu'ils se font pas chier non plus, en fait. Ouais, alors c'est encore différent parce que là, t'as trois lectures, je répète souvent, mais t'as trois lectures. Si tu considères, je mets l'Afrique un peu de côté parce que c'est toujours un peu compliqué de gérer de parler de la tech africaine. Et je suis pas un spécialiste du sujet, mais on va dire que t'as trois plaques globalement sur la tech. Tu vas avoir la partie américaine qui va être le capital d'abord, le pognon. Le pognon parle. On réfléchit ensuite. En Chine, c'est le gouvernement parle. Tu ne réfléchis pas, sinon c'est la prison, mais globalement, c'est le gouvernement qui parle. Donc si tu as une stratégie gouvernementale, tout le monde va la suivre. Et quoi qu'il en advienne, de toute façon, c'est eux qui font les lois. Et tu vas avoir l'Europe où c'est l'individu. La RGPD est le bon exemple. Et donc, en fait, lequel avance le plus vite, c'est sûr que l'Europe avance beaucoup moins vite. Parce que si tu cherches à respecter la propriété intellectuelle de chacun, les individus, etc., tu vois, se mettre d'accord 60 millions de personnes en France, c'est déjà le chaos. Alors imagine, c'est quoi l'Europe? C'est 400 millions de personnes, un truc comme ça. C'est encore plus le chaos. Mais aux États-Unis, tu peux aligner quelques boîtes, AWS, Google, OpenAI, maintenant Anthropic. Tu dois aligner une vingtaine d'acteurs. En Chine, tu as un acteur à aligner, c'est l'État. Donc, bien sûr qu'ils s'en foutent. Leur stratégie, c'est de niquer les États-Unis. Ils feront tout pour y arriver, et puis c'est comme ça. Il n'y a pas de loi, en fait. Et donc, ça fait que c'est très compliqué de se tenir à la règle, justement, quand tu sais qu'en fait, en face, ils vont pas se donner ce mal. Ça participe probablement avec ce syndrome du prisonnier que... non, c'est une guerre. C'est l'intérêt national, en fait, limite, de piller la donnée. Ouais, c'est l'intérêt. Aux États-Unis, oui, parce que tu veux maintenir la bulle économique. En Chine, tu veux devenir l'acteur le plus puissant. Et en Europe, je sais pas. J'ai encore du mal à voir. Donc c'est très dur. Les positions de Mistral et compagnie sont très dures à tenir parce que c'est des gens qui jouent dans l'open source. C'est-à-dire, dès qu'ils ont une innovation, ils se la font pomper forcément. C'est des gens qui respectent les règles. De par leur positionnement et tout ça, et c'est très très dur. C'est très très dur d'être européen. Et il y avait, je sais plus quel fondateur ou quel investisseur disait, si tu trouves que c'est dur de monter une boîte aux US, essaye de monter une boîte en Europe. ce qui est très vrai. Donc on joue pas avec les mêmes règles, et on a tendance nous à respecter plutôt les règles ici parce que c'est assez violent, quoi. Il y a un autre truc qui est pas super connu, justement, sur les manières de récupérer de la donnée de qualité. Ouais. Et tu le disais, qui va être en fait super important pour l'avenir. C'est au-delà du pillage, il y a à la fois les deals, donc on va en parler, et les modèles freemium. Et pareil, les gens n'ont pas forcément lu toutes les petites lignes quand ils utilisent un ChatGPT gratuitement, par exemple. Mais en fait, ce modèle freemium, on peut imaginer qui sont très altruistes et qui nous donnent accès gracieusement à leur modèle, mais il y a des très bonnes raisons pour des questions de données, en fait. Ouais, t'as raison. Je vais te donner à peu près un prix. Quand tu fais la reconnaissance vocale, le prix de l'entraînement sur tes données, c'est à peu près 50% du prix de vente. Tu peux acheter de la reconnaissance vocale entre 50 et 30% du prix de vente. Et tu peux ce qu'on appelle opt-out, donc ça c'est le mot technique en anglais, en fait, nous c'est de se désengager, en français de l'entraînement, et tu vas avoir une réduction entre 30 et 50%. Ça c'est à peu près les modèles économiques. Énorme. Donc t'imagines, ouais, c'est 30 à 50% du prix de vente, c'est à ça qu'on estime ta donnée. Donc en gros, si jamais je paye pour 10 € de transcription par exemple, ouais. Ou pour 10 € de ChatGPT, c'est pareil. Ouais, c'est pareil. Eh bien, si je dis, je vous donne cette donnée, je vous la donne, je vous la mets à disposition pour l'entraînement. Ouais. Ça va me coûter 5 €. Ça va te coûter 2 fois moins cher globalement. C'est ouf. Voire ça peut être gratuit si tu... T'as de la très bonne donnée, quoi. si tu veux avoir massivement de la donnée. C'est pour ça que tu as beaucoup d'acteurs qui démarrent leur service de façon gratuite. Tu as deux raisons. La première, c'est que tu cherches. Enfin, tu as plusieurs raisons. Tu cherches le product market fit, ce qu'on appelle product market fit. Donc, c'est l'adéquation de ton produit avec le marché.
Tu sais, un je vrai travaille glossaire. encore. Voilà, un vrai glossaire. Tu cherches l'adéquation de ton produit avec le marché, tu cherches à avoir les meilleures fonctionnalités les plus adaptées, donc tu cherches du retour client, et donc tu veux réduire le frein à l'adoption pour avoir le plus de retours. Et le troisième, c'est que tu veux de la donnée pour pouvoir nourrir tes algorithmes, les versions payantes entreprises qui auront plus de différenciation parce que plus de qualité. Ça, c'est les 3 raisons pour lesquelles tu fais du gratuit. Maintenant, quand tu parlais du modèle freemium, c'est quasiment ce que tout le monde fait. Hein. Toi, c'est ce que tu fais aussi, par exemple. C'est ce que nous, on a fait au départ. On a toujours un tiers gratuit. Et effectivement, pour collecter de la donnée, collecter des retours clients, des choses comme ça, c'est des choses que tu fais. Et souvent, les gens sont OK avec ça parce qu'ils disent, moi, je veux un service de bonne qualité ou moi, je m'en fiche du moment que j'ai un service gratuit, etc. Mais c'est à quel point on valorise notre vie privée. À partir du moment où tu mets ta carte bancaire dans notre site, et ça coûte pas très cher, Gladia, les données sont ce qu'on appelle opt-out, donc tu n'es plus soumis à... Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que en fait, il y a pas 1000 solutions pour avoir de la donnée quali. Non. Et on a fait globalement le tour de tout ce qui existait. Non, on n'a pas fait le tour. Tu peux aller de tout ce qui est disponible sur étagère. Sur l'étagère. Donc Voilà. le common crawl, c'est ce que tu as dit, tout ça, on a fait. Ouais. Ce qui vient chez toi, on l'a fait aussi sur ton service. Une des options, donc, c'est le freemium, Ouais. qui te donne donc des données de qualité. Il y en a une autre, on l'a dit rapidement, mais c'est faire des deals. Donc, Des partenariats. Les partenariats, du coup. donc par exemple, en France, on a entendu parler du fait que Le Monde avait fait un partenariat avec OpenAI. Et pour comprendre facilement, c'est que dans tous les cas, normalement, les données des journaux maintenant sont derrière des paywalls. Donc des... Ah, bonne chance. Des paywalls. Des murs de paiement. Des murs de... De la monétisation. Ouais, c'est ça. Donc, Ouais. donc tous les bots, a priori, des crawlers d'OpenAI, ne sont pas censés pouvoir y accéder. Bon, de fait, il y a plein de trucs étranges de ce genre. Donc, typiquement, Reddit aussi, normalement, c'est pas censé être libre d'accès. Ils ont des systèmes anti-bots pour faire payer des coûts d'API, justement. Mais il y a un truc dont on a parlé sur Underscore aussi, qui est assez ouf, c'est que quand tu demandes à ChatGPT d'aller chercher des trucs sur Reddit, il y arrive sans problème. Donc ma question c'est, sur ces histoires de partenariats, est-ce qu'OpenAI, ils ont des partenariats, donc on sait qu'ils ont fait Le Monde, est-ce qu'ils ont un partenariat avec Reddit, ce qui leur permet d'accéder à ces données-là? Ça, c'est quoi leur stratégie À ma connaissance, ça a été plutôt la douche froide entre Reddit et OpenAI dans les derniers mois. Ils se sont mis un petit peu sur la figure. T'avais un petit peu ce même sujet avec Stack Overflow à l'époque qui se faisait pomper. Donc en fait, on en revient toujours un peu ce syndrome du prisonnier. C'est tu te fais pomper, tu te dis pourquoi je prendrais pas un petit billet pour la passe, tu vois, parce que tant qu'à faire, de toute façon, je suis mort, quoi. Et t'es choqué. Non. Je crois que c'est ça qu'ils vont apprécier. Mais en fait, sur Reddit, je sais qu'ils se sont pris la tête. Je me souviens plus exactement quand, il y a quelques mois, je sais qu'il y a eu une prise de tête. Et du coup, tu as OpenAI qui a dit « Ok, je retire Reddit de mes résultats ». Ils font comment de la thune, Reddit? Avec la pub. Ils ont des pubs, je sais pas, si tu vas sur Reddit, en fait, tu as ton flow. Une fois de temps en temps, tu as une pub qui sont injectées. Tu vas sur un thread, tu as une pub qui est injectée, etc. Si OpenAI représente entre les estimations, j'ai regardé hier, je sais plus si c'est UI ou quelque chose comme ça, mais qui donnait que 25% du trafic Internet en 2030 viendrait des chats. Entre 2027, 25%. De 2027 à 2030, ça montera 25% du trafic Internet. Donc un quart du trafic viendra de ChatGPT, Gemini, ce que tu veux. Imagine, t'es Reddit, tu te prends la tête avec eux. Quand tu as une recherche qui est faite par quelqu'un, Reddit ne remonte pas. Okay, ou on t'a viré des résultats de ChatGPT, Reddit, il perd 25% de son revenu, direct. Donc c'est quoi ta position? Tu dis, je me fais pomper, soit je prends un billet en faisant un partenariat, soit je vais me faire bannir, et en fait, je perds 25% de mon trafic. C'est absolument phénoménal, quoi. Donc en fait, c'est une situation où, en fait, OpenAI impose ses termes, quoi. OpenAI ou autres vont imposer leurs termes. Ils n'ont pas le choix. 25% du trafic. Tu peux pas t'asseoir sur 25% de ton trafic. Et donc, la raison pour laquelle ils arrivent malgré tout à accéder à Reddit, c'est grâce à ce genre de partenariat, ou alors ils ont des super bons bots, anti-bots, crawlers Je pourrais pas dire exactement. Je pense que, ma théorie à moi, c'est que quand t'es petit, ça passe. Quand tu deviens institutionnalisé, je pense qu'à un moment donné, t'es obligé de faire des deals. Tu deviens tellement gros, tes IP sont flagués, tout le monde
les choses on va dire se savent. Ouais. Les journaux s'en mêlent. Tu cherches à aller vers OpenAI, perd 13 milliards par trimestre, perd 60 milliards par an. Ils font 10 milliards de revenus. Donc, ils doivent chercher en gros 50 milliards par an. Hein, c'est quand même pas négligeable. Et à un moment donné, tout le monde ne peut pas venir financer. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'ils aient les fesses propres pour aller sur le marché public. Parce que tout le monde ne va pas pouvoir cracher 50 milliards par an. Donc, il va falloir que tu nettoies un petit peu les casseroles que tu as aux fesses pour pouvoir aller en bourse. Parce que tu vas avoir la SEC, les machins, les gendarmes de la bourse qui vont venir. Donc, je pense qu'à un moment donné, tu es tellement gros que tu es obligé de faire des deals et tu peux plus faire du hacking comme ça. À un moment donné, tu es obligé de faire des deals, quoi. Est-ce que tu penses qu'il va y en avoir d'autres? Je sais pas, par exemple en France, entre tu vois, tous les... Avec tous les actes... Je pense que des acteurs européens vont faire des procès à des OpenAI Anthropic. Ça, c'est inévitable. Est-ce que des acteurs européens vont se faire choper? Moi, je te dirais plutôt non. Je pense que on n'est pas éduqués de la même manière. Je pense que c'est une question culturelle aussi. Je pense qu'on est plus respectueux des lois, en règle générale. On est un petit peu moins capitaliste dans l'attitude, en règle générale. Je pense que les gens font beaucoup plus attention, puis on a plus de contrôle aussi. Donc, je dirais plutôt non. Et l'IA Act va plutôt dans ce sens-là. Donc, Parmi les endroits, justement, où il manque de la donnée, et où il faut en trouver, c'est dans les pays du Moyen-Orient. Ouais. Puisqu'il y a une forte demande pour développer de l'IA qui parle bien en langue arabe, mais en fait, en termes de dataset, c'est pas si évident. Ouais, c'est compliqué. C'est des pays, c'est des régions du monde qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, qui sont basées sur le pétrole. On sait que le pétrole, il n'est pas infini, les ressources finies, etc. C'est des gens qui cherchent un développement économique qui va au-delà des ressources de leur sous-sol. Ça, c'est établi. Donc, il y a le tourisme, ils ont bien travaillé dessus. Il y a la tech. Puis, ils ont fait de la biotech, ils ont fait pas mal de choses. Le problème, quand ils sont arrivés sur l'IA, ils disent, nous, on veut investir. Très bien. Est-ce que tu as de la donnée? Ils n'en ont pas. Il n'y a pas de données. Tu n'as quasiment aucune donnée écrite. Tu as très peu de données digitalisées dans un premier temps. Tu n'as quasiment aucune donnée vocale. Tu as énormément de dialectes aussi, donc de subtilités, de sous-catégories, on va dire de sous-langues. Enfin, pas sous-langue dans le sens valeur, mais de sous-branches de langue, de sous-catégories de langue, ce qu'on appelle des dialectes. Mais tu as un marché et tu as beaucoup d'argent. Et nous, on en a des clients comme ça. Et pour vous dire, sur la voix, l'anglais, on va dire le top du top, tu es à peu près à 5% d'erreur. Tu es précis à 95% en anglais, qui est un marché très mature. En arabe, le top du top, c'est 30% d'erreur. Un mot sur 3 est à côté. Et ça, c'est dans le dialecte principal, ce qu'on appelle l'arabe égyptien. Donc, et ça, c'est le top du top. C'est-à-dire que c'est les meilleurs chercheurs qui ont bossé dessus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de données. Donc, comment tu fais de la collecte de données? C'est super compliqué, la collecte de données. Il faut que tu définisses les règles sur lesquelles tu vas travailler, que tu balances le dataset. Donc, ça veut dire que tu dis que le jeu de données, le dataset, donc le jeu de données, soit équilibré. Hommes, femmes, enfants, les sujets que tu vas traiter. Est-ce que tu vas traiter de la santé, du médical, de la finance? Il faut que tu équilibres un peu tout ça. Donc, tu as des méthodologies, tu mets un doctorat dessus. Un doctorat, c'est 3 ans. Et je t'ai pas parlé des ressources qui vont devoir aller collecter. Parce que maintenant, tu dis, OK, il me faut de la donnée, ça se décrète pas comme ça. Il faut que tu aies des milliers de personnes qui se mettent à parler dans les micros. Ils n'ont pas vraiment de médias sociaux là-bas. C'est pas hyper développé, la notion de médias sociaux. Donc, en fait, tu te retrouves il faut que j'ai des gens qui parlent d'un sujet dont ils sont experts, avec une diversité de population. Et là, tu te dis, en fait, c'est un plan complet. Il faut mettre de l'argent, mais surtout, la chose la plus dure, il faut mettre du temps. Et donc, tu vois ces sociétés-là qui ont beaucoup d'argent et qui sont face à un mur. C'est le mur du temps et de leur capacité à aller vers le marché, à innover, là où tout le reste du monde est en train d'avancer parce qu'ils ont accès à la donnée et eux, ils restent en arrière malgré tout l'argent qu'ils ont. Donc, c'est assez bizarre, dystopique un peu comme situation. Il faut peut-être juste préciser un truc, c'est que il y a de la donnée, il y a des écrits en arabe, etc. Mais en fait, ce qui est compliqué d'un point de vue IA, c'est qu'il n'y a pas de données à noter. Il n'y a pas de données à noter. Tu ne vas pas avoir forcément de données à noter. Tu ne vas pas forcément avoir non plus des données qui sont très à jour. Parce que l'estimation de la fraîcheur de données, c'est à peu près 3 ans. Au bout de 3 ans, ta donnée, elle est dépréciée. Au bout de 3 ans, ta donnée n'est plus valable. Donc, en fait, que les vocabulaires a changé ou regarde, tu prends... imagine, tu es en 2022, là, au début de ChatGPT. Ta donnée, elle a 3 ans, tu n'as jamais entendu parler du Covid.
Tu vois, tu dis à l'entraîné, t'avais pas entendu parler du Covid. T'as des champs lexicaux qui manquent carrément. Il manque plein de champs lexicaux. Quand on dit qu'ils sont pas là, c'est qu'ils sont pas là de manière statistiquement suffisamment représentative. Exactement. Donc le mot Covid n'existait pas. Et ça arrive tous les jours. Le mot confinement devait avoir un tout petit vecteur. Ouais, et sans parler des systèmes de raisonnement. Parce que le raisonnement du confinement, les raisonnements de la politique, les raisonnements de la géopolitique, tout a changé, tu vois. Parce qu'il n'y a pas que connaître les mots, il y a aussi avoir suffisamment de contexte et de matière pour être capable d'avoir des agents qui pensent correctement. C'est ça, faut pas oublier qu'un LLM, qui imite une bonne pensée. C'est un peu stupide, mais alors je sais qu'on n'aime pas quand on dit ça, mais ça prédit le mot suivant. Alors même si on a inventé du chain of thought, du reasoning, des choses comme ça, tu vas prendre quand même une représentation statistique des mots suivants. Si le monde a changé, la représentation statistique des mots suivants, elle a changé forcément. La distribution des mots a changé. Donc en fait, périme vite, quoi. Ta donnée périme au bout de 3 ans. Donc même si tu as des écrits en arabe, etc., est-ce que tu en as suffisamment? Est-ce qu'ils sont suffisamment à jour? Est-ce que tu parles de tous les sujets? Et après, tu as des sujets politiques. Je sais pas, en Chine, si tu parles des sujets de démocratie, je suis pas sûr qu'il y ait une très bonne représentation statistique de la démocratie dans les datasets chinois, tu vois. Donc en fait, t'as pas mal de sujets, mais ce qui est très très drôle dans ce cas-là, c'est que c'est des gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont beaucoup de volonté, et la chose qui joue contre eux, c'est le temps, parce qu'ils n'ont pas les données et qu'ils n'ont pas les gens pour générer la donnée. Ça, moi, ça m'a choqué, parce qu'avec tout l'argent du monde, il y a des choses que tu peux pas compresser. C'est ouf. Ouais, c'est clair. Et c'est contre-intuitif. C'est contre-intuitif. Ces gens-là sont venus te voir en mode venez, on travaille ensemble et. Ouais, tu dis je veux travailler ensemble. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'es obligé de leur dire non, du coup? Et tu dis l'état de l'art, c'est 30% d'erreurs en arabe. Il y a un mot sur 3 qui va être mauvais. Le mec il me dit je peux pas bosser comme ça. Mais je dis ouais, t'as de la donnée? Non, j'en ai pas. Je dis, et du coup, c'est-à-dire que du coup, tu te fermes en gros. Tu te fermes un marché, quoi. C'est ça. Tu te fermes un marché. Puis là, t'as les family office de Dubaï, du Qatar, de tous ces gens-là qui viennent, ils disent on peut mettre de l'argent. Je veux bien, il n'y a pas de données. Ah oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse en fait? Tu pourrais avoir un très gros chèque de Dubaï. Bien sûr, quoi. Mais c'est juste pas possible de faire ce qu'ils veulent, quoi. Je veux bien. Je dis mais imagine, il dit je veux de l'essence pour faire rouler ma voiture. Je dis il n'y a pas de pétrole. Il dit je vais pas l'inventer le pétrole, il n'y a pas de pétrole. Je peux pas raffiner du pétrole pour faire de l'essence. Oui, mais je mets plus d'argent. Mais la matière première est pas là en fait. Ouais. Donc en fait, tu as des sujets, t'as les compétences des gens, mais globalement, tout le monde sait à peu près que c'est du transformer. Okay, tu vas avoir les compétences des gens, les modèles, tout le monde sait que c'est du transformer. Les compétences des gens, bon, tu trouves des gens qui sont formés de plus en plus. Et puis, tu as le sujet du compute. Donc ça commence à être un peu la merde. Et tu as le sujet de la donnée. Et donc, il faut réunir ces 4 éléments. Et on a peut-être plus parlé d'autres, de la guerre des talents, par exemple, du fait que là, on a vu les deals incroyables qu'a fait des millions Zuckerberg, de dollars. Ouais, bien sûr. Pour choper les meilleurs talents, etc. Ou pour les enlever de la concurrence. Hein. Parce que parfois, ça va un peu. Même le mec, tu peux lui dire, tu t'assois, tu fais le café, au moins, tu travailles pas chez mon concurrent. Et tu lui payes 50 millions. Allez. Ouais, mais c'est 50 millions que quand tu vois ces boîtes-là qui font des trucs incroyables. OpenAI, c'est pas mal, en fait. Ça tient sur une centaine de personnes. Tu dis toutes les innovations tiennent sur une centaine de personnes. Si tu regardes par exemple ce qui s'est fait chez Google, les mecs qui ont fait vraiment la révolution de Gemini, c'est 5-10 personnes maximum. Donc si tu les enlèves de chez Google, qui est en gros le code red chez OpenAI, c'est code rouge en ce moment chez OpenAI, parce que Gemini défonce OpenAI là dernièrement, s'ils avaient payé ces 10 personnes-là 100 millions, c'est pas grave, 100 millions x 10, ça fait 1 milliard. Je préfère payer 1 milliard des mecs à faire le café que de me faire défoncer de 15-20% mon trafic sur une boîte qui vaut combien? 1000 milliards maintenant? Un truc comme ça. Tu te rends compte, c'est 1 millième de ma valorisation pour éviter que mon concurrent vienne sur mon marché. Donc les prix, c'est pas que l'intelligence. Ça peut paraître complètement absurde quand tu vois la ça l'est. la nouvelle. Mais effectivement, en fait, avec ce raisonnement-là, on peut avec ce raisonnement-là, il les a pas payés assez cher. Il leur a pas donné assez gros chèque parce que du coup, il se fait défoncer par Gemini en ce moment. Rétrospectivement, il leur a pas proposé assez. Qui ça fait Meta? Non, OpenAI. S'il avait pris ces 10 personnes-là... Il aurait dû faire une Zuckerberg avec les gens... Il aurait dû faire une Zuck en disant je te propose 200 millions de shares OpenAI. Tu viens, tu t'installes, tu fais le capé, tant que tu ne travailles pas pour Gemini, ce qui fait que Gemini reste pourri. Et je reste leader sur mon marché. Non, mais c'est aussi ridicule que les données où il va payer 1,5 milliard, mais il s'en fout. Pendant ce temps-là, il a grossi. Et justement, pour savoir un peu les ordres de grandeur sur combien ça se paye, en fait, la donnée,
c'est un peu cliché, mais c'est un peu le nouvel or. Ouais, le pétrole, je disais, ou l'or, hein, t'as des ressources limitées, ouais. Et toi, tu reçois des propositions pour racheter les données de Gladia, par exemple. Alors moi, je reçois des propositions pour que Alors c'est assez drôle parce qu'on appelle ça du reverse sell en interne, de la vente inversée. On reçoit les propositions, les gens sont des fournisseurs de données, ils viennent me voir et disent « Est-ce que tu veux m'acheter de la donnée de très haute qualité de transcription ?» Donc les prix, je te les donne, c'est entre 100 et 300 $ de l'heure pour des notes données qui ont été annotées à la main. Donc les gens ont écouté, ils ont annoté, c'est à peu près les prix. Donc attends, là par exemple, notre discussion qui va durer 1 heure. Ouais. Là, moi je la prends, je la note. Ça veut dire quoi noter concrètement? Avant, c'était des gens qui passaient et qui tapaient. Maintenant, c'est des gens qui mettent ça dans un système de transcription, qui relisent et qui corrigent les fautes. Ok. Ah oui, donc on utilise les meilleurs modèles existants pour gagner du temps sur la notation. Un humain qui passe derrière, qui fait les annotations, en mettant les mots synchronisés. Ça vaut 300 balles. Ça vaut 300 balles par heure, ouais. Waouh. Et c'est ce qu'on appelle des licences non perpétuelles. Donc, c'est des licences où tu as un droit d'exploitation pour 1 an. Ok. Pour entraîner ton modèle. L'année prochaine, tu repayes 300 balles. Et l'année prochaine, tu repayes 300 balles. Tu peux acheter des licences perpétuelles. Et toi, t'as déjà payé ça? Non, jamais. Pourquoi? J'en ai pas besoin. J'ai choisi un autre type de modèle, mais j'en aurais peut-être besoin. La donnée ou les algorithmes, c'est comme... tu prends un carré, on va dire on prend un mur, là, un super mur. On va prendre un tissu élastique, un tissu en caoutchouc, on va dire, qu'on va mettre au centre, et on va dire que globalement, tu essaies de couvrir la surface de ton mur. On va faire ça simple. Tu vas avoir des trous au coin, on est d'accord, tu vas avoir des trous un peu partout. Les trous, ça va être des domaines spécifiques que tu couvres moins bien. Tu vas avoir par exemple le médical, tu vas avoir par exemple la finance, tu vas avoir par exemple l'aéronautique, tu vois, je peux te sortir le nucléaire, etc. Et tu vas avoir des caractéristiques, tu vas dire par exemple, je suis mauvais en finance avec des voix de femmes qui sont âgées. Je suis mauvais en médical avec des voix d'enfants. Donc tu vas avoir un certain nombre de topics, de sujets, avec un certain nombre de caractéristiques. Et donc, du coup, tu vas dire, va falloir que j'étende ma toile. Donc, tu vas falloir que tu étires ta toile. Comment tu étires ta toile, qui est globalement la qualité de ton modèle? La manière dont tu vas étirer ta toile, c'est que tu vas faire de 2 manières. Soit tu fais de la donnée synthétique, et tu dis, en utilisant une voix d'enfant, je vais prendre un papier de recherche médical, PubMed, par exemple, c'est l'équivalent de Archive pour le médical, et je vais faire lire un text-to-speech avec une voix d'enfant, tout PubMed, qui sont des descriptions de syndrome, en disant j'ai mal à la tête, j'ai machin, ça me pique, etc. Et tu étends virtuellement. Ah oui, donc tu as même pas besoin de trouver un vrai enfant qui peut parler de finance pas forcément. ou de médical. Oui, donc... Ça, c'est une première manière. La deuxième manière, c'est que tu vas aller voir un fournisseur de données et tu dis moi, j'ai un trou à cet endroit-là. Il me faut des femmes de tel âge à tel âge qui vont lire ce type de texte. Soit je te génère les textes à lire, soit toi tu les génères. Et pour couvrir cet aspect-là, il m'en faut tant d'heures pour augmenter mon set de données. Soit quand tu fais du freemium, tu vas classer tes données que tu as eues gratuites et tu vas dire il me faut plus de données médicales de ci, de ça. Et tu vas les chercher dans ton dataset et tu vas leur donner, dans le jeu de données, tu vas leur donner une plus grande représentation. Mais c'est les 3 grosses méthodes, on va dire, pour venir étendre ta toile, pour couvrir tous les coins et devenir meilleur. Et tu sais s'il y a des... Enfin, si les gens en profitent de ça, est-ce qu'il commence à y avoir des boîtes qui se montent pour aller... Ah oui, il y en a plein. Aller miner de la donnée comme des chercheurs d'or, quoi. Il y en a plein. Dans la conquête de l'Ouest, ils sont en mode... Il y en a plein aujourd'hui. Ils vont voir tous les éditeurs. Donc, on parlait des gens qui sont les éditeurs de contenu. Donc, tu peux avoir des gens qui sont ce qu'on appelle des networks, donc des réseaux de contenu. Je crois qu'en France, on en a un. Le truc avait monté... Squeezie, la grosse boîte de prod de Squeezie. L'agence? Ouais, l'agence. Mixicom. Et Bump? Mais en fait, ça date, c'est plus trop... Bon, tu sais, Squeezie, il avait montré tout un gros réseau, puis il y a plein de youtubeurs à l'intérieur, etc. Je me souviens plus comment ça s'appelle. Mixicom, ouais. Webedia maintenant? Webedia, voilà. C'est Webedia, excuse-moi, je suis perdu. Webedia, énorme boîte qui a racheté l'agence Mixicom. Là, voilà, et qui a plein de youtubeurs dedans. Précède Squeezie, quand même. Donc tu dis, ouais, bon, écoute, moi je suis un peu à la ramasse. Je suis un nerd dans ma truc. Ils ont vendu... Non, je dis pas Webedia, je te dis un exemple de Webedia. Ça se fait surtout aux États-Unis. Tu vas aller voir, t'es une agence machine learning IA, que tu vas être
très bon pour classifier la donnée. Tu vas faire ton marketing, tu vas connaître toutes les boîtes d'IA que tu vas contacter comme nous pour vendre la donnée. Et puis je vais aller voir Webedia par exemple. Alors c'est pas Webedia, hein, je veux pas avoir de procès ou de problème. Mais tu vas aller par exemple voir Webedia qui a plein on va dire d'intervenants, on va dire comme ça. Du contenu éditorial. Du contenu éditorial. Tu as dit je te rachète, je suis capable de valoriser ton contenu éditorial. On va aller voir toutes les boîtes d'IA et on va leur vendre. Et je vais gérer ta distribution. Ok. Et là, on en a vu beaucoup qui sont montés. Et là, ce qu'on commence à voir, c'est des boîtes de distribution qui viennent directement, qui bypassent les intermédiaires, qui viennent nous voir pour nous vendre. Et moi, en général, je dis, je suis pas intéressé. Puis après, les mecs, ils reviennent et ils disent, moi, j'ai 1 Tera d'audio et j'ai besoin d'avoir... Et enfin, ils m'ont pas dit que c'était ça. Hein. Ils sont venus me voir, ils me disent, j'ai besoin d'1 Tera d'audio. Et là, ils commencent à me dire tout ce qu'ils veulent. Ils vont me dire, de toute façon je donne pas le nom des clients donc je peux le dire, ils vont me dire alors je veux la transcription, je veux le découpage des interlocuteurs, je veux l'isolation de la voix sur les pistes, je veux avoir les caractéristiques d'âge, je veux avoir les caractéristiques de genre, donc de genre, on dit ça, ouais. Je veux avoir les émotions, je veux avoir... Et tu demandes tout ça, et tu dis, t'es Webedia. C'est pas Webedia, mais t'es un éditeur. Pourquoi t'as besoin de tout ça? Pourquoi t'as besoin de tout ça, tu vois? Et tu creuses et les gens te disent c'est pour des labos d'IA. Tu dis ok, c'est Meta qui va te racheter les données. Et tu vois un autre éditeur qui vient et il te demande globalement la même feuille de route. Et tu dis, t'es un éditeur de médias, tu lis la feuille de route, c'est pas toi qui l'as pondue. Tu sais très bien, tu lis le truc, tu sais très bien que c'est un data scientist ou un machine learning engineer qui a écrit le truc parce que tu sais très bien que les mots techniques qui sont utilisés. T'as reçu ça déjà? Bien sûr. Et donc tu sais très bien, tu sais d'où ça vient. Et après, tu en vois 3 converger et tu dis c'est la même chose. Et tu dis en fait, ils sont en train de venir sourcer tous les éditeurs en ce moment. Pour aller vendre à Meta, à Google. Pour les forcer à standardiser la manière d'exporter. Et leur plan derrière, en tout cas, c'est ma interprétation. J'ai pas breach de NDA là, donc c'est bon. Hein. Mais mon interprétation à moi, c'est que tu as une forme de standardisation où ils sont en train de voir tous les éditeurs en disant la guerre du futur, elle va être sur la fraîcheur des données. Donc évidemment la qualité des données et la fraîcheur des données. On va mettre les éditeurs au pas pour standardiser et on va venir de façon régulière payer des frais, comment est-ce qu'on appelle ça en médias, en tout cas des licences, voilà, d'exploitation de ces médias. Et autant qu'on les standardise maintenant, et du coup, ils sont en train de standardiser le marché, et ils vont venir faire des exports, un peu comme si tu faisais du XML sur du média. Et donc, moi, je les vois, et c'est assez drôle. Et, donc, du coup, on les reverse sell. Ça veut dire qu'au lieu de leur acheter, on leur vend, nous, tous les trucs, mais on sait très bien qu'on est en train d'alimenter la compétition en faisant ça. Ah oui, ouais, pour toi, du coup... Pour moi, je sais que je suis en train d'alimenter les gros labos d'IA qui sont en train de monter leur... Tes propres modèles, tu aides à créer des datasets. C'est fou. Donc, c'est une économie un petit peu bizarre. En train donc, tous les gens qui produisent du contenu de manière à grande échelle, en fait, sont en train de modifier complètement leur process pour devenir des banques de données. En fait. C'est-à-dire que comme on a une standardisation des virements, des trucs comme ça, il va y avoir l'endroit où tu viens acheter ta donnée en XML, récupérer tes trucs. Une marketplace de la donnée, quoi. Ouais, c'est ça, tes données fraîches. C'est assez marrant, tu vois. C'est un truc qu'on a vu, c'est assez drôle. Nous, on a des clients, par exemple, en finance, aux États-Unis. Ils ont des business qui sont très, très intéressants. Et ça n'existe pas l'open banking aux États-Unis. Ce qu'on appelle l'open banking en Europe, c'est la libre circulation des données, standard de libre circulation des données bancaires, quelque chose comme ça, on appellerait ça. C'est ça qui fait que tu as Finery, des applications comme ça qui sont capables de lire des standards d'opération entre les... Ça n'existe pas aux États-Unis. Donc on a des clients qui s'occupent de ça en utilisant notamment de la transcription sans rentrer dans les détails. Et j'ai un peu ce même sentiment aujourd'hui sur les éditeurs où le marché n'est pas structuré. Comme aux États-Unis, le pump banking n'existe pas. Tu es obligé de faire des trucs un peu scrappy. Là, c'est un peu la même chose. C'était un peu scrappy et ils vont vers un open standard des éditeurs pour être plus efficace, pour avoir la libre circulation entre les éditeurs et eux. Donc, tu as ce truc-là qui est en train un peu d'arriver. Et donc, tout à l'heure, tu disais, est-ce que ça va continuer à être shadow tout le temps ? Et en fait, moi, je trouve que le marché est en train de se structurer. Au contraire, parce que je pense qu'ils sont devenus tellement visibles, ces acteurs-là, c'est fini le hacking. Le Far West est derrière nous. Et en fait, quand ils pensent, c'est un jeu à double échelle. Ce qu'on disait, c'est un peu... Je reviens sur le syndrome du prisonnier. Eux, ils ont la main sur les éditeurs.
Si tu t'alignes pas, de toute façon, je te défonce, quoi qu'il arrive. Donc, prends un billet pour la passe. C'est mon expression préférée, là. Quand tu es OpenAI, Anthropic, etc., tu sais que le game du dessus, c'est l'entrée en bourse, la SEC, etc. D'accord ? Et donc, tu sais que le plus gros que toi, c'est l'État, pour faire simple. Donc, tu sais qu'à un moment donné, tu peux pas jouer. Et donc, le premier qui va s'aligner correctement avec ces standards-là et à créer des précédents auprès de la réglementation, en disant « nous, on est standard, on a mis des standards de rémunération, on choisit la réglementation, on écrit le standard, on va dire légal », qu'est-ce que tu vas faire ? Tu fous dans la merde tous les autres. Parce que toi, tu as aligné tous tes process en interne, tout est clean, tu as fait tes deals, tu as sourcé ta donnée, tu peux être en avance. Le premier qui fait ça et qui dit « maintenant, c'est le standard légal et nous, on veut faire un deal avec la justice américaine en imposant ce standard », si t'es Anthropic et que t'es encore en train d'hacker, mais t'es mort en fait, tu vas prendre 18 mois dans la figure. Si t'es Google, tu vas prendre 18 mois dans la figure, etc. Donc, moi je pense que le game maintenant, c'est de structurer, d'être le premier à deal. Les pirates doivent devenir des corsaires. Des corsaires. Voilà. Et le premier corsaire à venir rend les pirates illégitimes. Et du coup, l'État va se diriger vers les pirates en disant vous devez vous aligner. Et pendant tout ce temps-là, les corsaires sont en train de piller là où les pirates sont en train d'essayer de gérer avec l'État leurs problèmes. Et je pense que c'est ça en fait qui est en train de se passer en ce moment. Incroyable. Sur le critère du volume de données, c'est marrant parce que ça peut paraître contradictoire, mais on a entendu des trucs souvent comme quoi mieux vaut moins de données hyper quali que des énormes volumes. On n'a pas souvent entendu ça, hein, je suis pas d'accord avec toi. On a plutôt entendu le contraire. Okay, si on fait tout l'historique, il y a les lois de la croissance qui indiquaient plutôt que en fait, exactement, il fallait des données massives. Derrière, il y a eu plein d'autres papiers, donc les textbooks, c'est tout ce dont on a besoin, et qui tendent à montrer justement que en fait, c'est pas si simple que ça. Ouais. Est-ce qu'il y a une contradiction ? C'est-à-dire que, justement, moi, dans les exemples intéressants dont vous avez déjà parlé, mais il y a typiquement Anthropic, les données qui les intéressent le plus, parce qu'ils ont une spécialité en code, c'est des données de GitHub. Donc, c'est d'arriver à extraire les données de GitHub. Et pour ça, on sait que sur GitHub, on en avait parlé avec Lubna aussi, si tu entraînes sur tout GitHub, ton modèle il est nul à chier en fait. Exactement. Parce que le code moyen qui est sur GitHub est pas bon. Je vois pas ce que tu veux dire. Ou alors si tu t'entraînes en fonction du nombre d'étoiles, pareil, les projets les plus populaires sont pas les mieux écrits. Enfin bref, on avait parlé de ça. Comment ça s'articule justement le fait qu'en fait tu peux avoir beaucoup de données, ça te rend pas forcément meilleur que ton voisin, et en même temps tu dois être capable de pricer ta donnée en fonction de sa qualité, mais comment tu sais qu'une donnée est quali ou pas quali ? Tu vois, est-ce qu'il y a une contradiction ? Ouais, t'as un peu une contradiction. En fait, donc, tout ça, c'est ce que je te dis, Anthropic l'avait compris avant tout le monde. Un ancien chercheur d'OpenAI l'avait compris avant. Mais il y a un papier qui est sorti 2024, je pense, début janvier 2024. Je pense qu'on avait regardé ça. Mais ça s'appelle Phi4. De PHI-4 de Microsoft, qui dit avec moins de données et un plus petit modèle, j'arrive à avoir des meilleurs résultats. Donc en gros, c'est un peu une compression de qualité sur tes tokens. Ça a un impact. Bon, ça c'est vrai. Maintenant, ce qu'on voit beaucoup, c'est tu injectes beaucoup de données dans ton modèle de base et après tu fais ce qu'on appelle du post-training. Donc en post-training, tu vas venir raffiner ton modèle. Et donc tu as ton point de dire je veux voir beaucoup de code parce que c'est du code qu'on va dire qui marche. C'est pas parce qu'il est mal écrit qu'il n'existe pas et qu'il décrit pas les mécanismes qui fonctionnent. Mais en post-training, comment moi je le ferais ? Je dis pas que c'est fait comme ça, mais moi, si j'étais Anthropic, c'est comme ça que je le ferais. Ce que je regarderais, c'est qu'est-ce que fait un modèle à la fin ? Il est en train d'écrire un code ou en train de corriger un code quand tu es sur Cursor ou autre. D'accord ? Ce qui t'intéresse, c'est le delta entre la qualité existante et tu veux une qualité supérieure. C'est surtout ça que tu vas chercher à faire. Où est-ce que tu trouves ça sur GitHub ? Tu le trouves dans les pull requests. Et pour moi, la plus grande chose qu'on doit aller chercher sur GitHub, si je devais, c'est de chercher les différences entre commits, parce qu'a priori, chaque commit est meilleur que l'ancien.
Et en plus, si tu as de la chance, tu as les commentaires en disant « Je trouve que cette fonction, tu devrais utiliser async.io, c'est du thread non bloquant, tu aurais de la meilleure performance. » Le code d'avant, avec du thread bloquant, le commentaire, le code d'après. Ok, c'est hyper intéressant. Il faut qu'on s'arrête pour expliquer un peu. Pardon. Non, en gros, mon GitHub, c'est l'endroit où il y a tous les projets de dev à peu près de la planète. Non, c'est faux, pas tous, mais beaucoup. Tu vas faire des haters chez GitLab, là. On simplifie. Et intuitivement, on pourrait croire que des modèles qui apprennent du code, ils vont sur GitHub, ils téléchargent tous les projets, les versions actuelles des projets, parce que comme vous le savez, le code, ça change un peu tout le temps. Les projets, ils sont amenés à être modifiés, améliorés, corrigés. On pourrait croire de base que juste ils prennent la dernière version et ils entraînent les modèles dessus et hop, les modèles savent coder. Mais ce que tu dis, c'est que alors peut-être qu'ils ont fait ça au début, mais que ce serait complètement sous-exploiter l'intérêt d'une plateforme comme GitHub, puisque les développeurs, ils ont des outils qui leur permettent de suivre les modifications dans le temps de manière super standard. C'est un truc qui n'est pas forcément connu en vrai quand tu n'as jamais fait de programmation. Mais en fait, tous les développeurs utilisent globalement le même outil pour gérer les modifications. Et donc tu disais pull request, en gros c'est je suis un développeur, je trouve que tel truc soit il manque une fonctionnalité, soit j'ai envie de la modifier. Et j'ai une manière standard de dire voilà ma version, voilà tous les endroits qui ont changé entre les deux. Et en plus j'ai créé un commentaire qui décrit ce que je viens de faire, quoi. Exactement. Et ce que toi tu dis, c'est que c'est limite plus intéressant. C'est beaucoup plus intéressant. Que voir le résultat final. Bien sûr. De voir la transformation du code du nul à pas nul, en gros. Mais c'est même pas qu'un sujet de code. Je te prends un cabinet d'avocats. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est le contrat final ou l'évolution de ce qu'on appelle les drafts, donc des brouillons. Je te dis, je travaille sur pas mal de contrats. On regarde jamais le total. On regarde une fois le total. Donc c'est le premier draft, la première version, le premier brouillon entre avocats, on le regarde. Et après, on passe son temps à faire des itérations avec des commentaires. Donc, tu fais l'activation du mode révision et tu dis je ne suis pas d'accord avec cette clause-là. L'autre personne dit et si on rédigeait ça comme ça, et si oui, et si non, accepter les modifications et là, tu as la version finale. Mais il n'y a personne qui relit la version finale, enfin, chaque modification, les gens relisent uniquement la version finale quand tous les éléments ont été validés. Mais qu'est-ce qui est intéressant dans ce processus-là? Et si j'étais une IA, c'est pas de relire systématiquement le contrat, c'est de relire les points d'intérêt et de les faire évoluer à travers le temps. Donc même pour les avocats, l'activation des révisions, si je devais entraîner une IA d'avocat, je regarderais les notes, je regarderais pas, je regarderais les révisions, je regarderais pas le contrat final. Tu comprends l'idée? Trop intéressant. Mais ça paraît extrêmement logique. Non, mais il faut le dire. Il faut le dire. Donc ce que ça veut dire, c'est que par rapport à notre sujet du jour, c'est que en fait, ta donnée de qualité, c'est-à-dire que limite, si on prend l'exemple de cette discussion, avoir 1 heure à noter, c'est intéressant, d'une discussion d'un score. Mais si jamais avant, on a la réunion de travail où on a préparé cette émission, on a le document, le runner d'émission, comment il a évolué, les commentaires qu'on a fait dessus, la discussion finale. Et donc là, on a une discussion, mais derrière, il y a un montage. C'est-à-dire qu'on va compresser cette discussion pour garder le plus intéressant. Toutes ces étapes ont limite plus de valeur que la vidéo finale, en fait. Est-ce que c'est ce que je vais pas dire que c'est une bagarre que j'ai avec mes équipes, mais c'est une discussion que j'ai beaucoup avec mes équipes. C'est très très dur en ce moment de travailler dans les entreprises parce que les gens utilisent ChatGPT à tort et à travers. Mais est-ce que tu penses que le cerveau humain, et imagine-toi que l'AGI, l'intelligence artificielle générale, sa valeur c'est de penser comme un humain, c'est pas d'être ton esclave, on est d'accord. C'est pas d'être ton assistant. La valeur de l'IA, le truc ultime, c'est d'être général. Donc, c'est de penser comme un humain. Et quand tu discutes avec les équipes, quand tu vois ce qui est fait avec les équipes, les gens utilisent ChatGPT pour réfléchir. Alors qu'en fait, que ta valeur à toi en tant qu'humain, c'est quoi? C'est d'amener, c'est de rédiger, c'est d'amener la version, la réflexion, tu vois. Et donc, en fait, quand tu regardes ce que tu as dit, j'ai mon point de vue d'émission, j'ai mon pré-brief, j'ai mon brief, j'ai l'émission, j'ai les shorts. Le sujet, il n'est pas dans le livrable. Le sujet, il est dans le passage d'une étape à l'autre. C'est là quelle est ta valeur humaine. Donc si je veux être une IA, c'est là où les IA, elles ont évolué parce qu'elles sont capables de faire chaque étape individuellement. Tu dis génère-moi une vidéo qui parle, fais-moi le script complet, maintenant utilise un text-to-speech qui va cloner. Ok, cool. Mais tu es encore obligé de prompter entre chaque étape et de gérer le flux.
Mais le truc ultime, c'est de prendre ce qui se passe dans le cerveau d'humain et de gérer les étapes de flux de l'un à l'autre. Donc en fait, ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, c'est de regarder le delta entre les étapes. Moi, je suis sûr que les labs sont en train de regarder les deltas entre les étapes qui sont en fait la réflexion humaine, qui est les étapes de reasoning, si tu veux, un peu. Oui, c'est ça. On parle beaucoup de l'entraînement sur les chaînes de pensée. Et qu'aujourd'hui, il y a une sorte de boucle où on fait des modèles qu'on met dans des genres de bacs à sable. Ouais. Après, on leur demande d'essayer de faire des trucs. Donc, ça peut être résoudre telle enquête OSINT sur Internet en te baladant à des endroits, en agrégeant de la donnée. Tu as un outil de code, donc tu peux faire des calculs. Tu as un outil de scan de PDF, donc tu peux regarder. Et on les envoie à 1000 endroits différents. Enfin, on fait 1000 itérations. On va regarder les 100 qui ont bien marché, qui ont donné des bons résultats. Et on va regarder leur chaîne de raisonnement qui va servir de base d'entraînement pour l'entraînement suivant. Il y a une sorte de... Enfin, ce que tu décris se retrouve, j'ai l'impression, dans les stratégies d'entraînement aujourd'hui, où ce qui a de la valeur, c'est plus seulement le résultat final, mais c'est aussi toutes les étapes intermédiaires. Bien sûr. Si tu regardes, moi, si j'étais OpenAI, ou Anthropic, ou peu importe, ou peu importe quelle compagnie, ce que je ferais, c'est que je regarderais les gens qui disent « Ok, c'est top, merci ». Je regarderais ça. Parce que ça, c'est de l'auto-annotation. C'est absolument génial. Tu as un utilisateur et je regarderais tous ceux qui ont été très très longs, où j'ai fait plein d'itérations et ça me montrerait où le modèle est pourri. Et c'est un truc incroyable. C'est-à-dire que tu as un modèle, puis tu as un modèle humain et les deux sont en train de discuter pour faire la chaîne de raisonnement jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui te fait l'auto-validation en disant « thank you ». Et là, je remonte et je dis « ce truc-là, bah, c'est ma chaîne de raisonnement avec un humain en plus qui l'a guidé. » Et c'est ça que j'utiliserais pour entraîner. Et en fait, c'est probable qu'il le fasse. C'est probable. C'est pour ça que je comprends pas, comme Sam Altman, il dit arrêtez de dire thank you. Ok, ça te consomme un peu de CPU parce qu'il génère quelques tokens, mais la réalité, c'est que tu as une auto-annotation qui est absolument géniale. Il n'y a rien mieux qu'un humain qui dit ça. Ou un humain qui dit fuck you, it's shit. Bon, là, tu vas plutôt essayer d'isoler ce truc-là et dire c'est pas une bonne annotation. Pardon, t'allais dire Non, j'allais revenir sur on a vu plein d'outils pour faire des résumés de visio qui viennent dans ta visio et qui, j'imagine, font une transcription peut-être avec Gladia d'ailleurs. Souvent, oui. Il y a plein d'outils, il y en a eu plein. Ouais. Est-ce que tu penses que ces outils, pour certains, permettent, par exemple, si on avait enregistré, on n'était pas en visio, mais imaginons qu'hier on a fait un point pour l'émission, on était en visio. Si on avait enregistré ça, est-ce que en fait ça peut permettre d'alimenter le raisonnement d'IA et d'entraîner moi ça m'intéresse parce que j'en utilise. Mais en gros, est-ce que c'est tous ces outils, parmi tous ces outils, il n'y en a pas quelques-uns qui sont en fait là pour récolter de la donnée? Alors en général, ces trucs-là, ces outils-là sont utilisés dans les entreprises. Donc les gens sont très respectueux des données. Donc en général, tu n'as pas trop de problèmes pour ça, mais c'est plutôt en interne pour l'entreprise, ouais. C'est en train de se faire beaucoup, ce qu'on appelle les agent assistant, etc. Ah oui, donc la boîte record tous les... Ouais, jusqu'à un certain niveau. Tu segmentes en général par employé, mais tu peux... Tu vas récupérer les contenus des conversations, ouais. des échanges. Tu vas trouver... bon, il y a des gens qui font ça, mais on va dire qu'en règle générale, ce que tu vas essayer de faire, toi, c'est que tu vas essayer d'avoir des briefs. Donc ce qu'on appelle des battle cards en anglais, donc en français ce serait des cartes de bataille, des cartes de jeu. Et quand tu fais de la vente, par exemple, tu vas avoir des cartes de jeu. Donc cartes de jeu, ça veut dire des atouts, si tu veux. Et la personne, elle te dit, je préfère Free, j'étais chez Free, je réfléchis à aller chez Orange. Qu'est-ce que t'as ? T'as ce qu'on appelle une battle card, donc un atout qui vient devant toi et qui dit Orange versus Free. Voici les 5 raisons pour lesquelles choisir Orange. Et ça se fait en direct. Ou la personne, t'a dit Bouygues Télécom, voici les 5 raisons pourquoi choisir Orange contre Bouygues Télécom. Ou oui, mais moi, j'ai 3 enfants, ça nous coûte cher. Ok, j'ai détecté 3 enfants, ça nous coûte cher, pack famille. Tu vois, donc tu as des assistants qui existent aujourd'hui pour faire ça. Est-ce que tu as des assistants généraux d'entreprise pour avoir la connaissance générale d'entreprise ? À ma connaissance, aujourd'hui, il y en a qui existent. Dust, c'est la position qu'ils prennent. Mais je pense que c'est en train d'arriver. Ouais, le Jarvis des entreprises, c'est un peu mon rêve à moi, d'aller vers ça. Mais du coup, je ne vais pas vous cacher, la vérité, c'est que moi, il y a des négociations parfois qui sont difficiles. Je vais discuter avec un LLM
en disant bah voilà, ça, c'est toutes mes variables. Ma stratégie, je vais discuter en amont et je dis mon call il démarre et j'ai mon Gladia perso, Gladia Assist qui tourne avec ce LLM derrière. Et en direct, je me mets. Coaché. Ouais, je me fais coacher en direct, ouais. donc j'ai eu des discussions avec des clients. Incroyable. Je te montrerai après. Je te montrerai après les trucs. Incroyable. Et le truc me dit, c'est bon, t'as tout dit, les arguments c'est bon, arrête de parler, laisse un blanc et laisse-le répondre. Je te jure, je vais te le montrer, je vais vous le montrer après, d'accord ? C'est pour ça, il a réponse à tout quand je fais visio avec Jean-Louis. Et En fait, dès que tu parles à Jean-Louis en visio, tu sais pas, mais t'es pas tout seul. Non, mais je déconne pas. Hein. Ça, je le fais. Et ça marche, quoi. Enfin, Oui, parce que... Alors, je te donne des chiffres. Ils ont démontré... Il a été démontré. Il y a des études, et je vais pas dire il y a des études, je vous enverrai après, comme ça, vous mettrez en description, parce que sinon... si tu fais l'intelligence émotionnelle, donc tu écoutes la conversation, tu as un indicateur d'intelligence émotionnelle et tu guides l'agent au téléphone, tu réduis le risque de ce qu'on appelle de churn, donc c'est d'attrition, on appelle ça en mot technique, donc que la personne se casse, pour faire simple, c'est le mot que ça veut dire churn, de 35%. Donc tu analyses la voix, tu analyses l'émotion dans la voix. C'est-à-dire que par défaut, Tu moi, guides. humain, je risque de pas être du tout assez intelligent émotionnellement pour éviter que... Tu es moins intelligent que l'IA, et si tu te fais guider par l'IA en disant la personne elle est vénère, et voici la bonne manière de désescalader la situation, tu réduis de 35%. Ça m'étonne tellement Les pas. coûts d'acquisition d'un client, ils sont monstrueux. Ça te coûte 2 fois plus cher d'acheter un nouveau client, d'avoir un nouveau client, que de le garder, et tu réduis de 35%. C'est comme si tu te battais pour aller chercher 2 clients supplémentaires ou 3 clients supplémentaires. C'est absolument faramineux. Les upsells de vente, donc tu vas dire, je te donne un autre exemple, tu appelles et tu dis j'appelle pour ma facturation, je suis pas content. Ok, t'es pas content, machin. Tu désescalades la situation. Très bien, t'as évité qu'il se casse de 35%. C'est énorme, hein. C'est un appel sur 3 où le client se barre et où il reste. Hein. C'est monstrueux, les coûts. Et là, et si la personne est contente, tu lui dis, à ce moment-là, qui sont des moments clés, tu dis, c'est rien du tout, il appelle pour la facturation. Tu peux upsell, donc ça veut dire augmenter son panier. panier Lui faire une vente additionnelle. de 12%. Tu te rends compte ? Et donc là, Tu évites de 30% et tu augmentes de 12%, Donc, juste en le guidant. Ce que tu es en train de dire, c'est que là, toutes les prochaines fois que je vais appeler un support, il est très probable que la personne qui est en face de moi n'ait plus des trucs à la con comme avant, tu sais, avec des... Comment ça s'appelle déjà ? Un diagramme, arbres, des arbres d'appel, là. Mais que ce soit remplacé, en fait, par un assistant. Par des widgets qui sortent sur le côté, comme ça. Par des panneaux. des panneaux qui dynamiques. apparaissent et qui lui disent « Votre interlocuteur est fâché actuellement. Restez calme. » C'est la personne est fâchée. La raison pour laquelle elle est fâchée, c'est que les 4 appels qu'elle a fait, ça fait 4 fois qu'elle appelle pour la même raison, depuis 4 mois. C'est encore fait. La manière dont tu pourras le résoudre, c'est ça, ça, ça. Et en fait, je te dis, t'es amoureux d'une marque. Tu vois, moi, je suis un client de Spectrum aux États-Unis. C'est un truc de téléphonie, mais c'est un truc un peu nouvelle génération. C'est pas les trucs anciens AT&T et tout. Putain, au début, je dis, c'est l'enfer. Parce que comme ils sont nouvelle génération, pour réduire leurs coûts, ils envoient pas des SIM, ils t'envoient du truc ici, mais ça marchait pas. Bref. J'étais vénère. Je suis avec la personne au support client. Elle dit, je sais, c'est parce que si je redémarre le truc, etc. Et là, en 5 minutes, elle me résout le truc. Mais je suis amoureux de la marque. Tu vois, donc je suis passé de vénère à amoureux et je bougerai pas. Et en fait, tu peux transformer une période compliquée, ce qu'on appelle les bumps in the roads, donc les trous là, dans la route, tu peux transférer ça en amour et avec une marque. Donc c'est un peu bizarre, l'humain est fait comme ça, mais en fait, ça marche très bien. C'est trop marrant. En parlant de haine, justement, il paraît que... Ah oui. Il paraît que quoi ? Il paraît que toi, quand tu parles à ton chat GPT, tu l'insultes. Alors, pas chat GPT, Cursor. Attends. C'est Cursor, ouais, je l'insulte. Tu l'insultes. Pourquoi tu l'insultes ? Tu le dis ça, toi. Petit coquin. Il me dit tout, il me dit. Ouais. Il est même écrit sur sa tablette. C'est parfois quand je suis fatigué, peut-être. Mais en fait, ouais, non, mais tu fais ça pour une bonne raison. Ouais, je suis vénère. Non, mais parfois. Parce que techniquement, il y a une explication. Ouais, il y a une explication technique. En fait, quand je regarde le reasoning à chaque fois, et ça c'est marrant quand tu l'insultes,
quand tu dis non, je peux pas le dire parce que sinon je vais me faire censurer. Bip 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 bip. Quand tu lui dis ça, en gros, il se met à dire l'utilisateur est frustré, il faut que je sois extra cautious, enfin que je fasse très attention dans ma réponse, que détaille bien point par point le plan d'attaque pour éviter de le décevoir, etc. et réduire la frustration. Et là, il va avoir du extra reasoning, il va faire un raisonnement qui est beaucoup plus poussé, beaucoup plus profond. Il va se mettre à rajouter des unit tests, il va se mettre à rajouter un certain nombre de choses. Pour éviter de le frustrer et bien vérifier, je vais faire des unit tests, je vais faire du end-to-end test, alors qu'avant, il te crachait du code. Ça le rend moins paresseux. En fait, ça le rend moins paresseux. Ça le dit attention, il va churn, il va partir. C'est marrant. Et oui, je te promets. Et donc, toi, tu as constaté que insulter Claude Code le rendait plus performant. Ouais. Bah, en fait, c'est sûr que moi, si l'IA se réveille, ils font Sarah Connor. Et je serai le premier sur la liste. Sarah Connor, oui, pouf. Et puis je dirais, oui, legit. Je dirais, oui, je l'ai cherché, je valide. On a, pour clore notre discussion, je pense qu'il y a justement sur la guerre de la donnée, il y a un truc qui est pas forcément intuitif, c'est qui est le mieux placé, tu sais. C'est on est un peu là, nous, en spectateur, évidemment, à regarder ces géants qui se mettent sur la gueule. Donc on a les forces en présence, on a OpenAI, on a Google, Meta, les Chinois, Anthropic, évidemment. Mistral, pas oublier. Intuitivement, je dirais que le grand public pense quoi en termes de qui va gagner cette guerre, si jamais il y en a... Je pense que le grand public, si tu mets pas forcément la donnée, genre qui va gagner la bataille de l'IA, ils disent OpenAI. Ok. Je pense. Ça parce qu'en fait, juste, ils sont devant. Charlie, attends, mais on peut c'est quoi peut-être ton lire le avis, chat. toi, Charlie? Tu dirais que qui est en meilleure posture pour gagner la guerre de l'IA entre Meta, Google, OpenAI, Mistral, Anthropic, les Chinois? les Chinois, Qwen, K2, K2, on va dire les vrais noms. Alibaba, quoi. Ça dit quoi? Non, dis-moi. Il y a quelqu'un qui dit ChatGPT car c'est grand public. Ouais. Ok, bon. Google parce que les données, quelqu'un a dit ça aussi. Ok. Google, ils ont trop display. Anthropic, C'est quoi ton avis à toi? l'open source. Je pense qu'il y Par rapport a... à tout ce qu'on vient de dire aussi. Ouais, par rapport à tout ce qu'on a dit, je pense qu'il y a de la place pour l'open source. Il y aura toujours de la place pour l'open source. Donc là-dessus, je pense que Mistral a beaucoup à jouer sur le play open source, sur le play respectueux, etc. Il y aura toujours. T'auras toujours. Tu vois, t'as eu la même chose sur les DB. Est-ce que c'est Oracle qui va gagner? Tu regardes Oracle, t'as eu Mongo, t'as Redis, t'as Postgres, etc. Donc je pense que le truc n'est pas binaire. Mais je pense que l'open source, déjà, c'est réglé. C'est sûr qu'il y aura toujours l'open source, il sera toujours là. Maintenant, dans les acteurs, on va dire, plus capitalistes, on va dire... À l'état de l'art. Ouais. À l'état de l'art, moi, je pense que c'est Google, pour plusieurs raisons. Ah, c'est marrant, alors que tu as dit que les modèles d'Anthropic étaient excellents, ouais. Et tout ça. Donc, c'est intéressant. Ouais, mais tu regardes, c'est comme un Rubik's Cube. Là, aujourd'hui, ce qu'on a fait, on a regardé une face du Rubik's Cube. On est d'accord? On a regardé la face orange, admettons rouge. Mon fils adore le rouge, je veux dire rouge. On a regardé la face rouge qu'elle a donnée. Mais tu as une autre face de l'autre côté. Et peut-être que vous en parlerez, on regardera la face du hardware un autre jour. Puis tu peux retourner, tu as la face du talent. Puis tu peux le retourner, tu as la face de la finance. Puis tu peux le retourner, tu as la face des institutions. Puis tu peux le retourner, tu as la face du, on va dire, de la structuration de l'entreprise. OK? Et si tu regardes une seule phase de la donnée, aujourd'hui, OpenAI est clairement ceux qui gagnent. Parce qu'ils ont plus d'utilisateurs, ils ont plus de données, ils ont plus de trafic, ils ont les projecteurs, etc. Si je retourne la face, juste parce que là, je retourne la face du cube, il est bordélique de l'autre côté. Sur le hardware, c'est le bordel. C'est un bordel sans nom. Nvidia, aujourd'hui, ça crache de la thune un peu partout. Nvidia, c'est un peu les seuls à faire du GPU. T'as AMD aussi. Il y a une tension monumentale pour la RAM. C'est Noël. Achetez des consoles de jeux vidéo, des iPhones, des ordinateurs. Dans 6 mois, ça vous coûtera 2 fois plus cher. Donc achetez votre PS5 et votre Nintendo aujourd'hui. Mais voilà, il y a une grosse contention sur la RAM en ce moment. Toutes les usines de RAM se sont mis à fabriquer ce qu'on appelle du HBM, donc de la RAM qui est spécialisée pour les GPU. Il n'y a plus de RAM disponible sur le marché. C'est la merde pour les GPU, c'est la merde pour la supply chain. Qui est le mieux passé? Google.
Ils ont fait leur TPU, ils ont maîtrisé la chaîne de valeur hardware de quasiment de bout en bout. Donc là, j'ai retourné la phase de la data, je regarde celle du hardware, je me dis, oh putain, Google, je la retourne. OpenAI perd 13 milliards par trimestre. 13 milliards par trimestre, 60 milliards par an, ils font 10 milliards de revenus. 50 milliards par an de trous. C'est pire que le trou de la Sécu, quoi, quasiment. Tu vas de l'autre côté, tu regardes Google avec Alphabet, ils sont cash flow positif, ils font de la thune. Ils peuvent tanker, ils peuvent se saigner les veines sur l'IA pendant longtemps encore. Ils peuvent se saigner. Je retourne, je regarde la donnée. Putain, Google, il en a pleine bourre. Moins Anthropic, moins OpenAI. Ils étaient un peu dans le shadow, maintenant la data va commencer à leur coûter plus cher. Tu retournes, régulation, machin, etc. Google a toujours été clean, OpenAI l'a jamais été. Ça va être compliqué de s'aligner sur les réglementations, les conformités, les trucs comme ça. Tu retournes, et tu passes ton temps à retourner le cube. Donc là, on en a regardé un sur la data, mais le jeu, il est beaucoup plus compliqué que ça, et les forces en présence, elles montent, elles prennent de plus en plus d'espace politique et de plus en plus d'espace financier, et les cartes sont en train d'être redistribuées, à mon avis. Et pour moi, le gagnant sera Google. Et on commence à le voir. C'est-à-dire que ta prédiction, on commence à le voir, tu l'as dit, avec les tout derniers modèles de Gemini. Gemini 3. Qui sont fascinants. Incroyable. Et incroyable, testez-le. En vidéo, en audio, en image. En texte aussi. En texte, en code. Je trouve que c'est en code, c'est encore derrière Anthropic quand même. Mais, c'est derrière Anthropic côté code, mais. Ils ont une vélocité. Enfin, c'est un moteur diesel, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont commencé vraiment tout doux. Mais là, tu sens que... Puis tu as des choses que tu vois pas parce que on parlait du grand public. Mais le grand public, c'est pas là qu'ils font la thune. Hein. La principale thune, ils la font sur les entreprises. Je peux te dire que quand tu utilises des API, Google, ça ne fait pas de bruit. C'est toujours la même latence à travers le temps. Tu es toujours la même latence. OpenAI t'appelle, tu peux avoir la réponse en 400 millisecondes. 2 heures après, il met 1 seconde 5. C'est imprédictible pour les entreprises. Je te parlais des assistants là, qui sont en direct. T'imagines, tu as le bot qui était bonjour, comment vous allez? Oui, ça va bien et vous? Oui, super. Vous appelez pourquoi? Ah, j'appelle pour ma facture. Très bien, vous avez appelé pour votre facture. Et tu dis putain, il était rapide. Et en fait, c'est juste OpenAI qu'à un moment donné, il met 1 seconde 5. Tu as fait Google, le truc il fait tac, 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 400 millisecondes tout le temps, 300, 400 millisecondes tout le temps, quel que soit ta géo, quel que soit. Pourquoi? Ils maîtrisent la chaîne de bout en bout. Ces gens qui sont lents, comme tu disais un diesel, ils réécrivent tout en C. J'étais avec un ingénieur Google il y a quelques semaines en train de bouffer à New York là. Le mec il me dit ils réécrivent tout en C, tout, systématiquement. Mais à la fin, ils ont un truc, ça roule. Donc c'est assez marrant de voir que la vision du grand public est peut-être pas celle qui va rester dans quelques années. Et pour revenir sur et conclure sur la donnée, parce qu'on se rend peut-être pas compte à quel point Google est sur une mine d'or de données, tout ce qu'ils ont à l'intérieur. Et tu me disais qu'en fait, c'est aussi Sergey Brin qui est revenu aux opérations chez Google, tu me disais, il a ouvert les vannes de la donnée chez Google et c'est comme ça qu'ils rattrapent leur retard. C'est ce que j'ai entendu. Des bruits que j'ai entendus en interne, c'est qu'il y a un peu les amours de début, les ingénieurs de début qui sont revenus et qui sont revenus foutre un peu le bazar. Désiloter le truc. T'avais beaucoup d'organisations internes, beaucoup de... je vais pas dire d'autocensure, mais c'est pas vraiment le mot autocensure, c'est un peu malvenu de dire ça, mais on va dire de s'auto-brider en interne pour pas mal de choses. Il y a eu beaucoup de scandales. Hein. Timnit Gebru, par exemple, qui était à tout ce qui était... comment est-ce qu'on appelle ça AI, tu sais... Ethics AI, c'est Timnit Gebru. Barré, alors c'est fait barrer plutôt. Ou alors ils ont été en désaccord sur certaines choses, etc. Mais en fait, il y a eu quand même un gros désilotage de ces organisations. Il y avait un peu de wokisme aussi qui était dedans. Imagen, il y a eu des... Imagen au début, c'était un bon exemple. Dinguerie. Et tu vois, t'as beau être pour l'égalité, pour les trucs comme ça, et des trucs, ça faisait aucun sens. Tu dis, un chevalier du XVIIIe siècle, tu te retrouvais avec une personne de couleur de peau noire dans un truc de chevalier, et tu dis, autant je suis pour l'égalité, la représentation, autant ce truc-là, historiquement, ça n'a pas vraiment de sens, tu vois. Et donc tu vois, t'as eu beaucoup de choses. Il y a eu du ménage... de l'organisation qui a été faite. Après, pour le bien et pour le pas bien, tu vois, il y a des trucs aussi. Moi, je pense qu'il faut aussi mettre des garde-fous partout. Pas partout, mais il faut mettre des garde-fous sur l'organisation. Mais je pense que Google est en train de trouver son équilibre entre être trop garde-fou et le truc, il a plus aucun sens, à un truc où ça a l'air d'être équilibré et ça a l'air de faire du sens. Pour l'instant, on n'a pas vu de gens qui se sont suicidés ou poussés au suicide comme il y a eu chez OpenAI.
au niveau des assistants chez Google. Donc probablement qu'ils sont plus armés pour trouver cet équilibre-là, je Et pense. c'est sûrement dû à une histoire aussi de taille. C'est-à-dire que je pense que chez les OpenAI et compagnie, leur équipe sécurité, quoi, vérifier que les gens se suicident pas quand ils parlent à ChatGPT, elle existe depuis pas longtemps, quoi. Ah, mais c'est surtout qu'ils les ont dégagés, les mecs, là, au début. Parce que si tu repenses, c'était IA à l'époque qui était pour ces trucs-là, et il y a eu gros désalignement. Il lui a dit ta gueule, c'est la croissance avant tout. Et lui, il s'est barré, il a monté son truc. Sur le AI safety, c'était la promesse qu'il lui avait faite, ils l'ont pas tenu. Donc au contraire, il a été croissance avant tout. Moi, je n'ai aucune confiance dans Sam Altman. Pas du tout. Pour moi, c'est un psychopathe, ce type. Et par contre, j'ai relativement confiance dans Google. Ils ont montré à travers le temps que c'était des gens qui étaient à la hauteur des enjeux qu'on leur donnait par rapport à notre vie privée. Ils ont été relativement réglo. Bah, intéressant. Je pense que c'est une hot take. Je pense C'est quoi, que, c'est je pense que Ouais. tu vas avoir du petit remous en commentaire. Mais c'est pas grave, c'est la vie. Non, mais il faut pas... Non, moi j'assume. Voilà. Je pense que tout ce qu'ils ont, ils ont fait relativement attention. Ils auraient pu faire de la merde, ils l'ont pas fait. Yahoo a été beaucoup plus crado, tu vois. Yahoo a été plus crado. Voilà. Moi, je trouve qu'ils ont été à la hauteur des enjeux qu'on leur a donnés. C'est mon avis. Je l'assume. Eh bien, on te remercie. C'était trop intéressant. Merci à vous. Essoré. Non, ça... Et on espère que ça vous a intéressé. J'ai vu du rediff. Non, ce n'était pas une rediff. Les gens sont tellement bizarres. Les gens à 9h, ils pensent attend. que c'est une rediff. Et sur ce, on vous dit... Il n'y aura pas d'autre émission aujourd'hui. C'était une émission Non, spéciale. mais on se retrouve mardi. Tu t'es adapté à mon agenda parce que j'étais de passage à Paris. C'est trop Exactement. gentil. Il n'y a pas de problème chez nous. Merci beaucoup. Facile à faire. Et on espère te revoir bientôt pour parler d'une autre phase de cube peut-être. Ah, ça serait cool. Ou d'un autre sujet dont on a parlé hier, il faut que je te propose, mais Très du coup... Ah, un autre sujet. Oui, l'autre sujet est pas mal aussi. mais il va plaisir. pas être facile à Ce n'est pas une rediff, valider. Basti. Et sur ce, on vous dit très bonne journée à vous pour ceux qui sont en train de bosser, j'imagine. Et à mardi À prochain. mercredi. Et Salut à à tous. mardi prochain. Oui, mardi prochain, on est là.